autant voilà, autant Nickel. j'aime bien évoluer, autant il y a des trucs sur lesquels je suis un peu psychorigide. Demande au cousin, Allez, ça va pas. on est parti les Allez. amis. Fantastique. Bon, alors du coup, j'ai rencontré Renaud sur les réseaux sociaux. De suite, je lui ai dit, écoute Renaud, moi je voudrais faire des partenariats. Renaud m'a répondu, attends, mon ami, des partenariats, ça fait des années qu'on m'en propose et à chaque fois je me fais arnaquer. Donc, on va voir un peu où on va. Bon, on est là aujourd'hui, donc apparemment tout s'est bien passé. Donc Renaud, est-ce que tu peux brièvement te présenter? On sait que tu es naturopathe, coach, serial Coach, entrepreneur concepteur de produits naturels. Oui. et plein d'autres choses. Oui. C'est un Donc, est-ce peu, que tu peux… Voilà. Comme toi, tu te définis. Alors, tu sais, j'adore dans ce genre de choses. En règle générale, la personne te dit un truc qui est absolument, on va dire, pas inhabituel, qui est de dire, moi, j'ai un parcours atypique. Tu sais, c'est Ouais. toujours l'introduction. Alors, je vais vous dire, j'ai un parcours atypique. Mais en fait, tout le monde a un parcours tellement atypique qu'à la fin, ça en fait pas quelque chose d'atypique. Ce qui est assez amusant, en fait, pour moi, c'est que à la base, moi, j'étais issu du business parce que j'ai toujours eu un truc en moi qui me disait, j'ai envie de créer mon entreprise parce que clairement, je ne sais pas faire ce que veulent les autres de moi. Je sais faire ce que moi je veux et comment je vois le monde. Et D'accord. c'est un truc qui m'a toujours animé. Donc en fait, moi à la base, si tu veux, j'étais pas du tout dans la santé ou quoi que ce soit. J'étais même plus ou moins pas sensibilisé à ça. J'avais une croyance dominante qui était tu peux faire du sport à fond et manger n'importe quoi, tu seras en bonne santé. La vie m'a prouvé que c'est archi faux et que j'allais souffrir, grosso modo. Donc j'étais le sportif le plus blessé du département, j'aime bien raconter l'anecdote. Et donc en fait, la vie m'a juste montré que ça marche pas comme ça. Ensuite, il y a eu des épisodes et moi j'ai fait mes études à la base dans la gestion d'entreprise. Donc j'ai fait une licence en gestion d'entreprise et des administrations. Ensuite, j'ai fait un master en finance et en audit et en business international. Donc j'étais issu plutôt du monde, tu vois, de l'entreprise. Là-dessus, j'avais la possibilité d'être recruté par des gros cabinets de type audit financier, compta, des trucs qui payent relativement bien et où par contre tu traites des tableaux Excel à longueur de journée et tu Pas de stabilotes problème. des factures pour vérifier que le numéro est conforme à celui qui était dans la compta. Je me suis assez vite rendu compte que malgré la paye, moi en termes de contribution et de sens, il n'y avait pas. Donc tout simplement, je me suis tourné vers un de mes amis qui avait une boîte un peu en péril, voire même en faillite, hein, pour être tout à fait transparent. Et je lui ai dit, bah, moi, en fait, ce qui me plaît, ce serait de voir comment ça se passe, l'entrepreneuriat du quotidien, l'entrepreneuriat de quand tu es une petite boîte et que tu fais presque tout, où tu mènes les projets, que tu mènes les galères, etc. Et donc, j'ai commencé à l'aider, ça m'a plu, j'ai pris des parts dans sa boîte, on l'a redressée, aujourd'hui, elle fait plusieurs millions d'euros par an, il a 11 salariés, enfin bref, un truc comme ça. Bon, là, hormis le 2020, hein, parce qu'il n'y a pas de boîtes qui se sont éclatées en 2020, hein, grosso modo. Enfin, il y en a, mais des boîtes comme ça, c'était un peu délicat. Et puis, ça m'a mis le pied dedans, mais moi, tu vois, j'avais envie de faire mon truc. J'avais envie de faire mon truc à ma sauce. Du Ouais. coup, effectivement, je suis arrivé dans le développement à la base, je commercialisais des compléments alimentaires et des produits naturels par conviction. Donc, c'est là où la conviction a commencé à prendre le pas, puisque familialement, il y a une histoire qui m'a électrochoqué. C'était le décès de mon grand-père de son 4e cancer généralisé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible que mes proches y partent comme ça, que moi, on me dit qu'il y a une chance que je me lève un matin avec un cancer, mes enfants, n'importe qui. Et en fait, en réalité, il n'y a rien à faire. Je me suis dit, mais Ouais. attends, il n'y a rien à faire, ça tombe dessus. Non, non, non. Il y a forcément quelque chose à faire pour éviter ça. Peut-être pas pour le soigner de façon naturelle, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de prétention là-dessus, mais en tout cas, au moins pour éviter de se rendre dans cet état cadavérique comme je l'ai vu pendant des mois et des années. Et effectivement, je me suis intéressé beaucoup aux produits à ce moment-là. J'ai commercialisé des produits, j'ai monté un e-commerce, donc j'ai aussi 10 ans de e-commerce dans les pattes. J'ai pas honte de dire que je suis le seul naturopathe que je connais qui a fait des millions d'euros sur Internet. Donc, qui sait parler un minimum d'entrepreneuriat, j'ai pas peur des sous en fait. Pour moi, Ouais. l'argent, c'est une énergie qui circule. Et donc, j'ai pas de croyance limitante à proprement parler sur l'argent. Et donc, ensuite, petit à petit, la vie m'a amené à devenir naturopathe. La vie m'a amené à construire une vision de la santé, de comment on peut générer de la santé, comment on peut arrêter d'entraver notre santé. Parce que le gros truc, c'est tout le monde veut booster ceci, booster cela. Mais je leur dis tout le temps, déjà, commencez par arrêter de gaspiller ce que vous avez avant de vouloir mettre plus de mémoire, plus de puissance dans votre bécane. Juste Ouais. arrêtez. C'est un peu comme quand tu as, comme moi, tu vois, 72 onglets Firefox ou de navigateur Internet d'ouvert, 32 fichiers Word, etc. sur ton ordinateur. Et puis tu te dis, ah bah, il n'y a pas assez de puissance sur mon ordinateur, il faut que je le booste. Ouais. Non, en Ouais. fait, déjà, arrête de gaspiller sur les ressources.
C'est Et, clair. et ensuite, tu pourras peut-être booster et aller plus loin. Mais pour le moment, tu gaspilles 90% de l'énergie. Et tu vois, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, un jour, j'ai rencontré un grand naturopathe qui est décédé il y a quelques années, malheureusement, Robert Masson, quelqu'un qui a changé ma vie. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, mais en fait, dans tes réflexions, tu es déjà naturopathe. Pourquoi tu n'es pas naturopathe? Tu devrais se former. Et en fait, là, je me suis dit, non, attends, les naturopathes, c'est quoi? C'est des gens qui font semblant d'être médecins en donnant des plantes. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et je me suis dit, moi, c'est pas mon délire. Et en fait, il m'a dit, non, 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 en fait, on t'en a mal parlé. Et tu vois, j'avais cet a priori un peu comme tout le monde. Tu dis naturopathe, tu as certaines personnes qui croient que ça relève du naturisme. Tu sais pas, tu crois que tu Ouais, dois être sympa d'ailleurs, c'est un sur la concept nature. à développer. C'est OK, tu vois, mais c'est vrai que dans l'absolu, naturopathe, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais naturopathe, c'est juste quelqu'un qui s'intéresse à la santé en regardant qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui peut maximiser notre santé, qui peut arrêter d'entraver notre santé et qui peut tout simplement réexploiter ce qu'on appelle la force vitale intelligente, l'espèce d'énergie qui anime toute chose et qui sait très bien ce qu'il faut faire pour te guérir, te faire aller bien, etc. etc. Et le naturopathe, en fait, c'est un spécialiste de la pleine expression de la force vitale intelligente. C'est pas un spécialiste de la phytothérapie, c'est pas un spécialiste des compléments alimentaires, etc., etc. C'est un spécialiste de la force vitale intelligente qui nous anime et qui est là pour maximiser cette force, l'optimiser, enlever tout ce qui l'entrave. Et en règle générale, il a plus ou moins normalement rien à faire. Après, c'est difficile dans les conditions actuelles, mais normalement, il n'a rien à faire en termes de produits à donner pour que la santé se manifeste, puisque la santé, c'est un état de droit, de fait. C'est un Naturel. état Ouais, naturel de l'humain. hum. Tu vois, comme des animaux. Il n'y a pas d'état naturel de maladie, normalement, chez l'humain. Sinon, en vrai, l'espèce aurait déjà sélectionné, tu vois, il n'y aurait pas eu de… Du coup, La sélection naturelle, tu es oui. au bon endroit parce que le but de Being New, c'est d'apporter un maximum de vitalité aux entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur qui est en pleine bourre, ben, il peut développer des milliers de projets s'il veut. En tout cas, ça avance beaucoup plus vite. Oui, Donc, par contre, vraiment de comprendre cette biologie interne. Et ce qui est vraiment, ça raffirme en t'écoutant et par rapport à lire ton histoire et que tu racontes vraiment dans ton site internet, c'est vraiment que c'est vraiment facile passer d'être d'un état passif à vraiment être un acteur. Et toi, tu es vraiment un exemple de ça, soit pour tes expériences de vie familiales et personnelles. Et c'est vraiment une invitation que c'est là où vraiment le passage à l'action, c'est qu'on peut devenir acteur et on peut faire des changements dans leur vie entrepreneuriale, économique, mais aussi au niveau de la santé. Et c'est là où c'est important vraiment passer à l'action. Et je dirais même que c'est indispensable. Tu oui, sais, quand Rodrigue m'a parlé de cette possibilité qu'on évoque ce genre de thème, je lui ai dit, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens dans le développement personnel et notamment entrepreneurial très inspirants. Je pense à des Franck Nicolas, à des Tony Robbins, à des David Laroche, à des Max Piccinini, à des gens comme ça. Mais il y a toujours un truc qui me fait un petit peu sourire en moi, tu sais, c'est ce côté un peu à la Jean-Pierre Papin, genre on se lève tôt, on tape dedans, on n'est pas des PD, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas assez motivé. Et en fait, au fond de moi, il y a un truc qui est profondément d'accord et une autre partie qui est profondément en désaccord. Parce que c'est bien mignon de dire aux gens, t'es pas assez motivé, tu dois te motiver, il faut que tu tapes dedans, il faut que tu machin, mais il y a la physiologie aussi. ouais. Et si ton corps ne suit pas, tu peux te lever tôt pendant une semaine, être super motivé, être super content parce qu'effectivement, tu crées des méga super rituels, des trucs trop géniaux. Mais en fait, le seul truc qui va se passer, c'est que tu vas prendre le revers de médaille parce que globalement, tu n'es peut-être pas en train de respecter ta physiologie. Et en fait, en réalité, tu pourrais faire tout ça sans problème si tu n'entravais déjà pas ta vitalité. C'est clair. Ouais, c'est vraiment allier un environnement complet. Tout à fait. Nous, on veut travailler chez Being You sur 4 piliers qui sont l'alimentation, qui sont le bien-être mental, le bien-être physique et l'organisation, Bien sûr. plus la communication. La base, je pense de l'entrepreneur. Hein. C'est très important. Ouais. Et de la vie en général, je pense. De toute façon, en réalité, je vais vous partager des choses de l'ordre de la naturopathie, en tout cas de la naturopathie Renaud Richer, parce que très souvent, j'entends pas de naturopathes parler de ça. Ils ont très vite tendance à partir vers les plantes, les huiles essentielles, etc. Et vous l'avez compris, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est absolument pas la finalité. Et c'est vrai que moi, en fait, quand on parle de ça, on peut pas nier toutes les composantes de la vie entrepreneuriale, etc. En fait, en réalité, on est tous dans le même bateau. Ce qu'on va dire là ce soir est complètement valable pour tout type de personnes qui ne sont pas entrepreneurs, mais l'entrepreneur encore plus, avec le stress du lancement de son activité, le fait souvent de travailler dur, de faire des nuits,
peut-être de bouger, faire des déplacements, faire plein de trucs, d'être là à prospecter, toujours une idée qui mouline, donc la nuit, ça turbine. Si on a le sommeil légèrement agité et qu'on gaspille son énergie par ailleurs, bah, en fait, en réalité, on a un niveau de performance proche du néant. C'est clair. Ouais. Malheureusement. Donc, je vous propose de rentrer dans les sujets. Oui, je voulais poser juste une question. D'accord, j'ai découvert il n'y a pas longtemps un site, ça s'appelle antisava.fr. Anti-Sava, S-A-V-A. Du coup, Renaud, je vais te demander de choisir parmi plusieurs thématiques. Alors, tu choisis apprendre à me connaître, nourrir mon humanité, prendre une bonne dose d'optimisme, faire le bilan sur mes envies, me remettre en mouvement ou m'ouvrir à l'instant présent. Oh, mais nourrir mon humanité. Ah, je m'en doutais, je savais très bien. Difficulté facile, moyen ou difficile? Mais moi, difficile, je suis content. Ah oui, c'est sûr. Relève le challenge. Allez, à quelle personne aimerais-tu dire « je t'aime » plus souvent? À ma femme. À quelle personne j'aimerais dire je t'aime plus souvent? Ah bah ça, c'est bien une réponse de gens dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité, mais globalement, je pense que la personne qui peut le plus rayonner cet amour-là, en fait, c'est si je me le dis à moi-même. Ah, belle réponse. Magnifique réponse. En fait, je trouve ça un peu limitatif si tu le dis à quelqu'un. Par contre, à partir du moment où tu t'autorises à t'aimer toi-même, et chose que j'ai eu énormément de mal pendant des années, c'est-à-dire que là, maintenant, ça va mieux. Mais tu sais, se dire merci, se dire je t'aime, c'était très, très dur. Maintenant, je fais en sorte dans mes rituels de me l'écrire quasiment tous les jours, tu vois. C'est clair. Je suis d'accord. C'est des choses qui ne sont pas évidentes. Et ça, souvent, je trouve que si tu veux pouvoir partager aux autres et inspirer les autres et leur donner, bah, il faut d'abord remplir ton réservoir. Si tu ne remplis pas ton arrosoir, ben, tes légumes, tu peux pencher l'arrosoir, il n'y a pas d'eau, quoi, tu vois. En fait, l'amour, je pense qu'en fait, l'amour, en plus, c'est l'énergie dont on a le plus besoin actuellement. Exact. L'amour, y a pas, en fait, les gens me disent comment on peut sortir de la psychose générale dans cette situation qui est très compliquée. Il n'y a pas 10 000 énergies. Il y a l'énergie de la peur et l'énergie de l'amour. Point. Donc, en fait, si tu veux pas être dans la peur, sois dans l'amour. Maintenant, c'est difficile d'être dans l'amour des gens qui font des trucs qui parfois semblent nous priver de liberté, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, parce que très souvent, on expose les gens à des débats binaires qui permettent que de les opposer. Mais tu vois, tout ça, c'est difficile d'être dans l'amour. Bah, justement, sois déjà dans l'amour de toi, indépendamment de tes circonstances extérieures. Et c'est déjà un sacré tâche. Je pense que si on fait juste ça ce soir, clairement, la en termes de vitalité, ça peut être que positif. Parce que ça rayonne. En fait, ça rayonne très, très fort. Et plus on est dans l'amour, pourquoi je parle de ça? C'est parce que plus on va être dans l'amour, notamment de soi-même et des autres, plus en fait on va générer des synchronicités. Et les rencontres comme ensemble, là, pour pouvoir faire ça ce soir, c'est complètement quelque chose qui est issu de l'ordre de la synchronicité et de la coïncidence, de la vie orchestre. Donc c'est la fameuse vie et la force vitale. C'est tout certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, d'autres Bouddha, d'autres, peu importe, tu vois, chacun ses croyances, peu importe, c'est cette même énergie qui est là et qui anime toute chose. Et en fait, à partir du moment où tu es dans une énergie d'amour pour toi et ton prochain, et les gens autour de toi et les gens que tu rencontres, et l'humain en général, toute l'humanité, en réalité, la synchronicité, elle attend qu'un truc, c'est de te maximiser en fait tes coïncidences pour te permettre de réaliser ce que tu souhaiterais vraiment réaliser. Et je pense qu'un entrepreneur ne se lance pas là-dedans uniquement parce que il a vu de la lumière, il s'est dit tiens, il y a un marché, je vais me lancer et puis je vais vendre, peu importe, si aujourd'hui c'est des tapis, demain c'est des frigos, après-demain c'est peu importe, tu vois. Je pense que tout ça, il y a quelque part un truc en nous qui nous anime. Et pour se reconnecter à ça, en fait, il n'y a que l'énergie d'amour. Si tu es connecté dans l'énergie de la peur, tu vas mentaliser, tu vas être dans l'ego et tu vas vouloir faire un choix, par exemple, je ne vais pas créer ce business-là qui me parle et qui me fait vibrer. Je vais créer celui-là parce que ma famille m'a dit que c'était plus fiable et que j'étais sûr de pouvoir rembourser mon crédit d'appart. C'est ça. Danger. Attention, danger. Bon, on introduit le sujet? Oui, on va introduire le sujet. Donc, pour les personnes aussi qui nous suivent en Zoom, en direct, dans cette privilège-là d'être en VIP, et pour les personnes en Facebook, donc n'hésitez pas vraiment à nous faire des commentaires si vous en avez des questions au cours du sujet. Donc, aujourd'hui, c'est la maldigestion et la performance chez l'entrepreneur. Donc, on a tous passé, on sait ce que soit se sentir fatigué, mais rarement on fait une liaison entre notre système digestif et la fatigue. Et il y en a beaucoup de facteurs à tenir en compte, pas seulement dire je mangeais de trop et mon estomac a digéré, mais comme disait Renaud vraiment au début de cette conférence, c'est important d'analyser notre biologie interne,
déjà comme nos systèmes de base. Et en fonction de l'énergie au niveau qu'il y a dans nos systèmes de base, on va voir si la nourriture va être vraiment cette valeur. Ok, déjà, nos systèmes étaient tellement mal à l'aise qu'on l'a rechargé. Et même si on fait du sport, on essaie de faire des tours miracles pour s'en sortir, il y en a quand même une compréhension à faire chez nous pour pouvoir optimiser. Donc, Renaud, on te laisse la parole. Roulement de tambour, on est parti. Alors, en fait, moi, tu vois, ce qui m'a toujours passionné dans le sujet de la digestion et de l'énergie en général, c'est le fait que les gens pensent qu'ils peuvent créer de l'énergie. Les gens, tu vois, moi, quand j'ai démarré dans ce domaine, tout le monde me disait, tu prends des vitamines, tu prends du café, tu prends du machin, comme si, en fait, c'était un peu, tu vas mettre ton gasoil à la pompe et puis ça tourne. En fait, en réalité, un truc qui m'a prodigieusement marqué et fait fortement évoluer, c'est quand j'ai enfin percuté que l'énergie, elle est là. L'énergie, elle ne nous attend pas. Elle est déjà là. Si je reprends les fameux travaux de physique quantique qu'il y a maintenant, etc., tout ça, c'est du vide. Tout ça, là, c'est 99,9999999% de vide, avec un petit peu de particules de rien du tout. Donc, c'est pourquoi on dit on est en fait des produits des étoiles, etc. Après, chacun a ses croyances. Mais en tout cas, le vide, là, aujourd'hui, il est attesté scientifiquement par la physique quantique, etc. Et puis même par les formes de biologie qui découlent de tout ça, qui ne sont plus orientées uniquement sur la partie moléculaire. Et en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, en tout cas, moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est que du coup, l'énergie, elle est là, indépendamment de ce que j'ingère, qui également est du vide. Le caillou n'est pas plus, matière que moi, que de l'eau, que des vitamines, que de manger un burger, tu vois. En fait, tout ça, c'est du vide. Du vide avec un tout petit peu de matière. Et c'est donc cette énergie qui, d'une manière ou d'une autre, interagit dans notre corps sous forme de l'organisme, etc. Mais en réalité, elle est là, l'énergie. Et souvent, les gens, et on le constate énormément, par exemple, sur les enfants, je pourrais vous donner plein d'exemples pour bien illustrer si ça vous intéresse, mais les gens pensent qu'en fonction de ce qu'ils vont ingérer, des boissons vitaminées, des jus de légumes, des jus de fruits, des comprimés de la vitamine C, de plein de choses comme ça va leur dynamiser l'énergie. Mais en fait, vous ne dynamisez pas quelque chose qui est déjà là. Seulement, si votre corps n'a pas ce qu'il fallait à l'intérieur de lui pour pouvoir exprimer l'énergie, naturellement, vous ne la ressentez pas. Si vous êtes carencé en vitamine C, il y a une partie de votre fonctionnement relatif à la production énergétique dans votre corps qui a du mal. Si vous êtes sous-oxygéné aussi. Si vous n'avez pas assez de glucose pour X ou Y raison, ça va le faire aussi. Donc, en fait, vous avez l'impression qu'en prenant quelque chose d'extérieur, vous créez de l'énergie. Non, vous permettez l'expression de l'énergie. Mais l'énergie, elle est là. Donc, en fait, il faut déjà se rappeler ça. C'est très important parce que sinon, en fait, on est dans un système où on essaye de dire j'ai tout ça déjà qui ne fonctionne pas, que je fais. Au lieu d'épurer ça et de laisser mon énergie s'exprimer, je vais remplir avec autre chose qui est censé être la panacée. Et là, vous tombez dans le panneau de tous les vendeurs de produits miracles. Et croyez-moi qu'il y en a, ça fait 10 ans que je fais des salons et des conférences dans le domaine du bio, du bien-être, etc. Je peux vous dire que des produits miracles, j'en ai vu passer et des gens déçus, j'en ai vu à l'appel. C'est des milliers par an. Et c'est très important de comprendre ça. Donc en fait, l'énergie, elle est déjà là. Après, pour simplifier, on a 3 gros dossiers sur lesquels, dans notre corps, on va dispatcher l'énergie présente. Imaginons que j'ai 100 unités d'énergie, et je vais envoyer ces 100 unités en fonction de ce que je suis en train de vivre sur différents gros blocs. Les 3 gros blocs, c'est la digestion, le système immunitaire et la vitalité physique. Je distingue la vitalité physique de la force vitale, puisque la force vitale, elle est immuable, elle est partout. La vitalité physique, c'est vraiment comment je me sens en forme quand je me lève le matin. Est-ce que je baille à 7h30 quand ça fait 10 minutes que je suis levé? Est-ce que je suis déjà... et qu'il faut absolument que j'ai mon café pour démarrer ou pas? En fait, en réalité, comme l'énergie, elle est là, si vous ne la ressentez pas sur un de ces trucs-là, s'il y a un truc qui déconne, que votre corps semble pas bien alimenté à ce niveau-là, donc souvent c'est sur la vitalité physique ou alors on a une faiblesse immunitaire, on tombe tout le temps malade, en fait, on va penser qu'il y a un problème là-dessus. On va penser que j'ai un problème génétique, on va penser qu'il faut que je fasse des examens, que j'ai une maladie, j'ai un virus, j'ai un truc. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est très important, c'est ça qui te dit dans ces moments surtout. L'énergie, elle est là. L'énergie, elle est là. Si vous ne la ressentez pas sur un de ces blocs, c'est qu'elle est sur les autres, sur un ou les deux autres. Point.
Il n'y a pas d'histoire. Et vous allez voir, je vais vous donner 2-3 exemples pour que vous compreniez ça très très bien. Bon, ceux qui nous suivent, qui sont déjà dans des cursus naturaux, surtout ceux qui ont suivi la naturo avec moi, je leur en ai parlé en long, en large et en travers. Donc, évidemment, je suis obligé de faire une redite, mais c'est très important pour tout le monde. Imaginez, vous avez la grippe. Qu'est-ce que votre corps doit faire? Votre corps, quand il a la grippe, qu'est-ce qu'il fait? Il booste le système immunitaire, il met tout le paquet sur le système immunitaire. Donc, vous allez avoir énormément d'énergie. Imaginez que c'est un gros camembert avec 3 parts. Il y a une des parts qui devient énorme. Mais le camembert, il ne grandit pas, lui. C'est là toujours le même camembert. Donc, s'il veut grandir, la part veut grandir, elle va prendre au détriment des autres. Donc, quand vous avez la grippe, vous êtes fatigué et en règle générale, vous n'avez pas faim. Vous ne mangez pas, voire même vous ne buvez pas. Et en règle générale, un petit peu, mais en règle générale, vous êtes claqué, vous n'êtes pas en train de faire la fête quand vous avez la grippe. Si vous faites ça quand vous avez la grippe, vous me dites « ouais, j'ai eu la grippe pendant 2 jours », ce n'était pas la grippe, qu'on soit clair. Donc la grippe, c'est un très bon exemple parce qu'il va vraiment énormément activer le système immunitaire et ça va faire des courbatures, vous allez être dans tous les sens. Vous n'avez pas de vitalité à ce moment-là, vous n'avez pas envie de faire un footing quand vous avez la grippe. Vous n'avez pas envie de vous faire un cassoulet quand vous avez la grippe. Parce que toute l'énergie, elle est au système immunitaire et votre corps sait pertinemment que ce n'est pas la peine d'espérer utiliser sur les autres systèmes parce qu'il y a une priorité absolue. Maintenant, imaginons, vous êtes au moment des fêtes et comme si peu de gens, vous allez vous casser le bide avec du foie gras, du saumon, de la pintade, des escargots, peu importe, tout ce qui passe et souvent qui est relativement gras. Bon, là, votre corps, il va brasser. En termes de digestion, vous allez lui demander beaucoup. Puis en plus, vous allez veiller. Donc, vous allez tirer un peu sur la vitalité. En règle générale, ce qui se passe chez la femme, ce qui est très très fréquent, c'est l'infection urinaire dans la foulée ou les troubles ORL. Pourquoi? Parce que vous avez, très souvent, il suffit de faire un peu de vin blanc plus une maldigestion ou en tout cas un excès alimentaire. Et là, très vite, vous allez avoir plus de la fatigue, boum, vous déclenchez une petite infection passagère. Ça peut être une cystite ou une petite infection urinaire, ce qui n'est pas non plus la fin du monde, mais c'est bien une preuve que votre système immunitaire, il n'avait plus l'énergie nécessaire pour pouvoir se déployer. Sinon, ça ne se serait pas propagé, l'infection. Je rappelle que tomber malade, ce n'est pas être exposé à un pathogène. Tomber malade, c'est avoir un organisme incapable dans l'instant de lutter contre un pathogène au moment où il y est exposé et que ce pathogène prenne une telle ampleur qu'on n'arrive plus à le réguler. D'accord? Parce que là, ça fait quand même 1 an qu'on subit un lavage de cerveau sur le fait que de croiser un virus ou une bactérie nous rend malade et nous fait mourir, ce qui est strictement faux d'un point de vue biologique, physiologique et même médical. Donc tout ça pour dire qu'on a ces 3 gros pôles d'énergie. Moi, j'appelle ça le camembert de la répartition de l'utilisation de l'énergie vitale. Une fois que vous comprenez ça, vous vous rendez compte que pour pas qu'il y ait d'énergie au niveau, par exemple, vitalité, il faut soit avoir trop d'énergie sur la digestion, plus que de nature de base, ou alors trop sur l'immunité. Maintenant, il y a un truc très très important à comprendre, c'est qu'une des plus grosses sollicitations immunitaires, c'est au moment où vous mangez. En fait, tout le monde croit que c'est quand votre voisin vous tousse dessus, que votre enfant il revient de la crèche et qu'il a la morve-au-nez. Ça, c'est pour rigoler. En fait, au moment où vous ingérez de la nourriture, ce n'est pas stérile. Il y a des germes dans tous les sens. Il y a des antigènes, ce qu'on appelle des antigènes, des choses qui peuvent faire agir le système immunitaire. Il y en a énormément. Donc, l'un des premiers rôles de votre tube digestif, ça va être de stériliser tout ça dans l'estomac. Mais chaque fois que vous allez ingérer quelque chose, le professeur André Gernès disait, qui était un grand médecin qui est décédé il y a quelques années à 96 ans, un mec qui est incroyable, qui a fait des travaux qui n'ont jamais été remis en question en l'occurrence, il expliquait qu'au moment où vous avez ingéré de la nourriture, vous avez ce qu'on appelle une hyperleucocytose. Une hyperleucocytose, en fait, c'est une très grosse sécrétion de cellules immunitaires, pour simplifier. Ça veut dire qu'au moment où je mange, j'ai une hypersécrétion de cellules immunitaires. Donc non seulement si je mange des choses qui ne sont pas digestes et qui nécessitent énormément d'énergie, je vais avoir beaucoup d'énergie à la digestion, mais aussi à l'immunité parce que je dois gérer l'intrant, en fait, le fait d'ingérer, d'amener dans mon organisme des éléments en fait, potentiellement pathogènes qui nécessitent d'être pris en charge, stérilisés, etc., etc. Donc en réalité, dès que vous avez une alimentation inadéquate et en quantité ou d'une manière de faire qui n'est pas cohérente, en réalité, vous êtes en train de bouffer intégralement toute votre énergie vitale au détriment de votre vitalité physique. Or, si je me souviens de mes années entrepreneur, c'est-à-dire que moi je suis quand même très très entrepreneur, même encore aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises, là j'ouvre une école de naturopathie d'un nouveau genre, enfin bref, je ne suis pas en manque d'activité, on va dire. L'entrepreneur, il a besoin de quoi? Il a besoin de cogiter,
il a besoin d'être en forme. Parce que si tu n'es pas en forme et que tu parles à des gens de ton projet ou que tu parles à des potentiels clients, ah, tu sais, je vais t'apprendre la vitalité. Tu vas voir, je vais te montrer comment être en forme. Ouais. Non. Toi, tu n'as pas pris tes vitamines, par contre, je crois. Ouais. Tu vois. Bah moi, par exemple, je vous donne un exemple. Là, je suis sur un gros projet, mais j'ai eu pas mal de soucis perso ces derniers temps, ce qui fait que ça fait 3 semaines que j'ai du mal à avoir des bonnes nuits de sommeil. Mais je sais pourquoi, il y a pas de souci, hein. On a tous des aléas dans notre vie. C'est pas pour raconter ma vie que je dis ça, c'est pour vous donner un exemple. En fait, quand vous avez des choses qui perturbent votre sommeil, bah, forcément, vous allez être moins en forme. Mais la grosse différence entre moi et quelqu'un d'habituel qui vivrait le même stress qui l'empêche de dormir, c'est que pour ma part, parce que je ne gaspille pas mon énergie sur un plan digestif et par voie de continuité immunitaire, enfin comme conséquence immunitaire, en réalité, j'arrive à être en forme quand même. Mais ce n'est pas pour tirer au-delà de ma physiologie, me faire du mal et aller puiser dans mes réserves. C'est juste de dire, même si j'ai peut-être moins d'énergie, on va dire nerveuse, parce que j'ai moins bien dormi que d'habitude, je ne gaspille pas de base mon énergie. Et croyez-moi, j'arrive pas d'un milieu où on fait ça et ça n'a pas été naturel pour moi. C'est pas inné, j'ai pas une meilleure physiologie que vous. Des troubles, j'en ai eu dans tous les sens. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris comment ça fonctionne et que j'ai pu le mettre en place. Donc, ce que je voulais dire, c'était, il y a 2 paramètres très importants qui vont bouffer votre énergie physique, votre forme physique. C'est la sursollicitation immunitaire et la sursollicitation au niveau digestif. La grosse sollicitation immunitaire, dans 90% des cas, elle découle d'un surmenage digestif. C'est pourquoi j'ai proposé ce sujet de la maldigestion et de son influence sur la performance entrepreneuriale, parce qu'il n'est pas possible d'avoir un cerveau bien connecté, qui mémorise, qui a des idées, qui percute, qui arrive à communiquer du tac au tac, et puis qui rayonne, tout simplement, qui a tendance à rayonner sur les gens autour de nous. Parce que quand vous êtes en pleine forme et que vous êtes souriant, que vous avez le smile, que vous parlez d'un truc avec passion, les gens, ils adhèrent. Quand vous parlez d'un truc en mode ouais, il faut que j'aille au Pôle emploi, j'espère qu'ils vont me trouver une mission pour que mes aides soient prolongées pendant 6 mois, il n'y a personne qui adhère, il n'y a personne vous n'êtes pas en train de prendre le leadership et de faire bouger qui que ce soit. C'est tout à fait normal, c'est pas enthousiasmant et vous ne rayonnez pas vous-même. Donc, et en plus, ça ne vous génère aucune expression de votre énergie puisque vous n'êtes pas en train de vous aligner sur ce qui vous anime. Donc l'idée, c'est, une fois que vous avez compris ça, vous voyez pertinemment pourquoi l'entrepreneur d'aujourd'hui, en fait, en réalité, ce qui va lui piquer très très fort le visage, ben, en fait, c'est la maldigestion. Maldigestion, ça ne veut pas dire avoir bobo au ventre. Ça ne veut pas dire péter une odeur qui sent pas bon. Parce que c'est souvent ce qu'on me dit, ouais, mais j'ai pas de gaz et puis quand je pète, ça sent pas mauvais. Rien à voir. Ça peut faire partie des paramètres de la maldigestion, mais ça n'a rien à voir avec ça. La maldigestion, c'est le niveau d'énergie que vous devez déployer pour digérer quelque chose que vous ingérez, que vous avez mangé. Vous êtes en maldigestion à partir du moment où vous digérez moins bien et moins facilement que ce que vous devriez. Imaginons que vous avez un certain volume de choses que vous devez ingérer par jour pour avoir les nutriments, hein, donc les petites briques qu'utilise l'organisme pour construire tout ce qu'il a besoin de construire, dans le sang, dans les muscles, dans les os, et faire fonctionner tous les différents systèmes, l'énergie, etc., comme avec le glucose ou avec l'oxygène ou des choses comme ça. En fait, en réalité, imaginons que vous avez besoin chaque jour de faire 2 repas bien composés ou 3 repas bien composés, mais avec des quantités relativement modiques. Dès lors que vous commencez à vous péter le ventre et à manger 3 fois plus que ce que vous auriez eu besoin, vous allez digérer 3 fois plus que ce que vous auriez eu besoin. Sauf que c'est très difficile. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous devez vous défendre, une personne, c'est difficile, mais c'est faisable. Si vous êtes face à 5 personnes, c'est très difficile et il faut être entraîné sérieusement. Et vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Bah, votre tube digestif, c'est ce que vous lui demandez les 3 quarts du temps. C'est-à-dire que vous lui demandez de digérer plus que ce qu'il aurait besoin pour diverses raisons, notamment parce qu'on ne mâche pas. Comme on mâche mal notre alimentation, ça ne génère pas la satiété, donc la sensation que la faim s'arrête, et donc on a tendance à bouffer jusqu'à ce que ce qui va nous arrêter, c'est la dilatation de notre estomac et la compression du diaphragme, etc. Et c'est ça qui va nous faire sentir en fait le sentiment que c'est bon, je suis bien rempli. En réalité, ça fait très très longtemps que votre corps n'a plus besoin de nutriments supplémentaires. Ouais. Donc, comme vous êtes en suralimentation, bah, vous êtes en surconsommation énergétique sur la digestion. Moi, je dis toujours,
Une phrase, alors je ne sais plus si elle me venait en partie d'un de mes professeurs, mais j'aime bien citer les gens quand c'est possible, mais je ne me souviens plus, donc je vais vous dire, bon voilà, c'est une phrase que j'aime dire. Tout ce qui n'est pas correctement digéré par les processus digestifs naturels et normaux prévus à cet effet va en gros empoisonner votre corps, nourrir des parasites, et croyez-moi, c'est dégueulasse les vers de terre qu'on a dans le tube digestif qui mangent que ce qui est mal digéré, parce que quand c'est bien digéré, voilà, et ça va nourrir des pathogènes. Prenez un exemple. Vous ne mâchez pas votre alimentation. Alors, ça marche avec un bout de viande comme ça marche avec un bout de carotte. Hein, parce que parfois, on me dit, ouais, mais tu vois, la viande, c'est pas sain. Parce qu'en ce moment, il y a un peu cet effet de vogue, en vogue. Ça marche pareil sur les carottes. Si tu avales tout rond un bout de viande ou un bout de carotte, ton corps ne pourra jamais le traiter. Parce que l'estomac n'a pas de dents, il ne sait pas broyer, donc il va malaxer, mais il n'arrivera pas à dissoudre en totalité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir dans l'intestin, dans un tuyau rempli de bactéries spécialisées ou de parasites, hein, de vers, de tout un tas de bestioles qu'il y a là-dedans. En fait, eux, ils sont spécialisés dans le fait de manger et de transformer ce qui arrive là-dedans. Si vous faites arriver des aliments non mâchés, forcément, ça va nourrir des bestioles qui se nourrissent de choses pas mâchées, c'est-à-dire pas celles qui sont prévues pour l'homme, puisque l'homme, il est prévu pour mâcher. Donc la flore intestinale et les parasites prévus naturellement dans l'homme, ce sont ceux qui sont censés consommer des choses bien broyées, bien réduites de façon microscopique. Mais si au final vous n'avez pas mâché, vous allez envoyer des gros morceaux, et ces gros morceaux, c'est très difficile pour ces organismes-là de les traiter, donc il y en a d'autres qui vont se développer, d'autres qui ne sont pas prévus. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Grosso modo, ils vont faire pourrir, putréfier ou fermenter tout ça. Ça va générer des gaz, ça va générer des poisons, et tout ça va tout simplement à petit feu empoisonner votre corps. Sauf que pour désempoisonner votre corps, ça relève d'une des fonctions d'épuration relatives au système immunitaire ou à certains organes digestifs. Est-ce que du coup, je rebondis sur le fait de la mâche est hyper importante pour tout ce que tu expliques, hein, aussi la sécrétion d'enzymes, etc. Mais nos papis, mamies, qui avec l'âge perdent l'usage de leurs dents, c'est pour ça qu'aussi, je pense, hein, est-ce que tu peux confirmer que c'est pour ça aussi que le taux de cholestérol a une tendance à augmenter et que le foie s'en passe plus? Tu vas avoir surtout ce qu'on appelle une malabsorption chez les papis-mamies. Tu as une très forte malabsorption. En fait, en réalité, ils n'ont pas suffisamment broyé en salivé. Donc, tu ne vas pas très dégrader les aliments avant l'estomac. Ensuite, l'estomac fait un travail. Et puis ensuite, l'intestin fait un travail. Et le foie et le pancréas sécrètent des choses également. Mais tu ne peux pas demander à ton intestin d'assimiler des choses et de traiter correctement des choses ou de les éliminer si vraiment on n'en avait pas besoin, alors que tous ses collègues qui sont en amont de la chaîne ont fait de la merde. L'intestin, tu vois, l'intestin, ce n'est pas le bon con du groupe qui va venir bosser à la place des autres. Non. À un moment, l'intestin, il fait ce qu'il peut. Surtout que l'intestin, ce n'est pas votre cerveau qui pilote. Il y a votre cerveau qui pilote. Mais il est composé de bactéries, la fameuse flore intestinale ou le microbiote, hein, le nouveau terme qu'on emploie maintenant. Ces bactéries, vous ne les pilotez pas par la pensée. C'est plutôt elles qui vous pilotent par des sécrétions qu'elles ont, en fait. Par exemple, ils ont démontré dans une étude de Tel Aviv en 2009, je crois, ils ont démontré que selon la flore intestinale, on ne tombe pas amoureux de la même personne. Parce qu'il y a aussi un système neuronal dans l'intestin. Il y a un système neuronal, le système nerveux dit entérique, système nerveux de l'intestin, hein. Mais en fait, on n'a pas forcément accès à toutes les informations là-dessus dans notre système nerveux central. En fait, ils sont interfacés, mais c'est plutôt un truc qui est très imperceptible, notamment parce que dès l'enfance, on nous coupe les sensations relatives à notre ventre. Dès que tu as mal au ventre, tu vas prendre un Gaviscon, tu vas prendre un cachet, tu vas remanger, on va te faire remanger parce que tu étais en train de digérer, c'était un peu dur, on va te faire boire et remanger pour couper le message. Et du coup, en fait, le système nerveux entérique, il a du mal à se faire entendre par notre conscience en fait, cérébrale. Donc évidemment, oui, il y a un rôle là-dessus. Donc si tu veux, pour revenir dans tout ça, si tu mâches pas, que ce soit pour des raisons de perte de dents, etc., déjà, si tu mâches pas, tes dents, elles n'ont aucune raison de se régénérer. Et ta mâchoire n'a aucune raison d'être puissante et équilibrée. Or, notre système nerveux, celui qui pilote nos organes digestifs, qui pilote notre système immunitaire, qui pilote notre système hormonal, et tous les gens me disent « j'ai un problème hormonal, j'ai un problème immunitaire, j'ai un problème, je suis fatigué, je suis dépressif, je suis insomniaque, je suis machin ». On a tous un problème là-dessus. En fait, ils oublient que notre système nerveux, il part en partie de là, par certains ganglions. Il est relié en fait à ce qu'on appelle l'axe temporomandibulaire. Ce sont la mâchoire et le dessus de la mâchoire. Et en fonction de comment on mâche et comment on est équilibré à ce niveau-là, ça envoie des impulsions nerveuses. C'est-à-dire que de base, ta mâchoire, par exemple, un animal qui est énervé prend un chien.
un furet, un chien, un chat, tous les animaux un peu carnivores comme ça. Si jamais il est nerveux, il va vouloir jouer à mordre quelque chose. Ton chien, tu prends une bouteille, tu prends une corde avec un nœud et il va tirer, tirer, tirer. Ouais. Un être humain, quand il s'énerve, il serre la mâchoire. Et d'ailleurs, on lui dit, quand les jeunes garçons ils ont mal et qu'ils pleurent, on dit « t'es un homme, serre les dents ». Pourquoi? Parce que c'est notre système nerveux qui est corrélé ici. Donc en fait, en réalité, ça va générer des contractions musculaires dans tout notre corps et sur des muscles qui sont même involontaires, qu'on ne peut pas contrôler par la pensée. Une infirmière, quand elle soulève un patient très lourd, elle contracte sa mâchoire pour avoir plus de force dans l'ensemble de sa sphère ostéomusculaire. Donc comme quoi, c'est pas anodin tout ce qui se passe. Donc déjà, le simple fait de mâcher quand vous mangez des choses, ça permet d'équilibrer votre axe temporomandibulaire, donc d'avoir une belle influence nerveuse et stimulante de la digestion et des organes digestifs. Ça permet de débiter tout ça en tout petits fragments qui vont beaucoup mieux informer votre cerveau central de ce que vous allez assimiler et de ce qu'il va falloir digérer. Comme ça, lui dit, bah, ok, le foie, toi, tu déverses tant de litres de ça, toi, tu déverses 3 litres d'enzymes de ça, etc., en fonction de ce que vous avez mangé. Si vous ne mâchez pas, il ne sait pas. Si vous dites, ah bah, en fait, moi, je suis carencé, pourtant vous mangez, donc vous ne devriez pas l'être, bah, je vais avaler des compléments alimentaires. Votre bouche n'est pas informée de ce que vous ingérez, il n'y a que 10% du boulot qui est possible. Parce que l'estomac, il détecte un peu, mais très peu. Donc, dès que ce n'est pas dans votre bouche suffisamment longtemps, c'est bidon, c'est inutile. Les gens me disent, je mets de l'huile d'olive parce que c'est bon pour la santé. Il faut savoir qu'un corps gras, une huile, c'est composé de petits blocs de micro-gouttelettes qui font à peu près 400 microns. Pour que l'intestin l'assimile, il faut que ça fasse 1 micron. Pour que ça se transforme de 400 microns à 8 microns, et on n'est pas encore à 1, pour que ça passe de 400 à 8, il faut minimum garder l'huile que vous ingérez 3 minutes dans la bouche et fortement ensaliver. Qui fait ça aujourd'hui quand il mange sa vinaigrette ou qui mange sa mayonnaise avec peu importe l'huile qu'il a utilisée pour la faire? Personne ne le fait. Et les gens me disent, ah, j'ai le foie fatigué, je suis pas bien, je suis ballonné, des fois je digère mal les graisses. Une graisse, ça nécessite d'être très fortement mâché et ensalivé. En fait, en réalité, tout ça, c'est gratuit. Personne ne vous en parle. Et un gastro-entérologue avait dit dans une conférence que j'avais suivie, je me souviens plus de son nom, mais il était franchement un mec passionnant. Il disait, pour lui, 80% des pathologies courantes en gastro-entérologie, mais aussi autres, pourraient disparaître si on se mettait à mâcher. Professeur Henri Joyer en parlait beaucoup. Beaucoup en parlent, ouais, exact. De toute façon, la mastication, je veux dire, c'est un fondamental de la santé. C'est gratuit, c'est très difficile de la mettre en pratique parce qu'on n'a pas été habitué. Et comme on n'est pas habitué, on est dans le subconscient, ce qui est passé en fait dans le pilote automatique, bah, c'est tout simplement qu'on gobe. Et ça, souvent, ça passe par le. En fait, un des trucs que les gens ignorent, ils pensent que c'est parce qu'on n'a pas appris à mâcher. Non, non, c'est parce qu'on n'a pas été assez allaité. En fait, le réflexe de mastication, il se perd quand il y a un allaitement qui n'a pas lieu ou qui n'est pas assez long. C'est encore une des rares choses qu'on va vous dire quand on va vous dire bon, c'est pareil de donner un biberon, de donner l'allaitement, c'est pas du tout pareil. Il y a plein d'influences. J'ai aucun problème avec le fait que des femmes aient des galères là-dessus et puissent avoir besoin d'un substitut. Par contre, dans l'absolu, dire aux femmes que c'est pareil et de leur faire des pubs où les mamans, elles sont tellement épanouies et tellement des bonnes mères parce qu'elles donnent du lait en poudre mort à leurs nourrissons pour des choix des fois qui n'ont rien d'un problème pathologique ou autre, c'est juste qu'on leur explique que c'est pareil et que c'est facile. En fait, on ne se rend pas compte de l'influence que ça a sur l'ensemble du système nerveux et sur ce réflexe masticatoire qui est juste la base de toute votre santé digestive, qui est juste à son tour la base de toute la potentialité de la disponibilité de votre énergie vitale au quotidien. Donc c'était le premier point, c'était d'évoquer la mastication. Une fois qu'on est d'accord sur la mastication... Il est joli, pardon ? Il est joli et simple à mettre en place. J'ai prévu de vous faire quasiment que des trucs simples à mettre en place. Maintenant, pour ceux qui voudront aller beaucoup plus loin, on vous proposera quelque chose par la suite. Parce qu'évidemment, il y a des fois des éléments qui nécessitent d'aller plus profondément pour comprendre comment faire pour soi-même et pas pour tout le monde. Mais là, ce que je vais vous présenter, c'est valable pour tout le monde. Donc du coup, le premier point, c'était ça. C'était la répartition de l'énergie vitale, l'influence de la digestion sur la vitalité physique et sur l'intermédiaire que peut être le système immunitaire. Et en ce moment, on vous dit plein de choses, mais ça serait bien d'avoir un bon système immunitaire éventuellement. Donc si vous pouvez éviter de gaspiller l'énergie au détriment du système immunitaire, parce que quand vous allez trop sur la digestion, vous pouvez aussi pomper de l'énergie naturellement à l'immunité
pour la partie défense de l'organisme, pas pour la et donc virus, bactéries et autres qui entrent par d'autres voies que par la voie digestive. Par exemple, quand vous avez les fameuses gouttelettes, quand quelqu'un tousse, parle, etc., ça va arriver plutôt par voie pulmonaire. Bon, bah là, c'est pareil, il y a une autre immunité, c'est pas la même chose que dans votre estomac, dans votre intestin. Donc, s'il n'y a plus de force pour celle-là, bah, c'est normal que vous chopiez des choses. Hein, c'est pour ça que vous tombez tout le temps malade, tout le temps un rhume, tout le temps une sinusite, tout le temps quelque chose. Donc, le premier point, c'était ça, c'était cette répartition qui est fondamentale pour comprendre l'influence de la digestion sur tout ça. Le deuxième point, c'était la base de la base, c'est de mâcher. Si vous ne mâchez pas, en gros, sachez que vous êtes en train de nourrir des vers qui peuvent faire jusqu'à 17 mètres dans votre ventre. Si on prend le ténia du poisson, si de temps en temps vous mangez du poisson cru, vous êtes exposé potentiellement au ténia du poisson. Après, il y a le ténia du bœuf, le ténia du porc, etc., qui sont un peu plus petits, mais enfin, on parle quand même d'un autre qui fait plus de 15 mètres, hein, donc c'est un sacré bestiau. Quand ils vous font une radio ou un truc du ventre, on le voit en fait dans les confins de l'intestin, on le voit à travers parce qu'il a une forme de petit squelette un peu calcaire, donc ça se détecte à la radio, c'est immonde. Après, il y a plein de vers qui font la taille d'un ver de terre de 30 cm, 30 à 40 cm, qui se nourrissent de ce qu'on appelle la morbidité. Hein. Quand vous mangez des choses et que vous ne les mâchez pas, en fait, vous donnez à manger à ces bestiaux-là. Au même titre que, prenez un exemple tout simple. Vous allez dans votre jardin, vous mettez, je sais pas, une côte de bœuf comme ça dans l'herbe. Est-ce que vous pensez qu'il y a des animaux ou des êtres vivants, qui vont peut-être se développer à cet endroit-là et venir consommer cette côte de bœuf, ou alors elle va rester là pendant 2 ans? Il y a des choses qui vont se développer, que ce soit de la moisissure, que ce soit peut-être il va y avoir des corbeaux, peut-être il va y avoir des tu vois, des bestioles, pas des nuisibles, mais en fait juste des êtres vivants qui se nourrissent d'un truc qui a été laissé là comme ça, traîner en perdition. Bah, en fait, les gens pensent que c'est pas pareil à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais dans notre corps, c'est exactement pareil. Si ce que vous avez mangé, la manière dont vous le mangez, n'est pas parfaitement digéré, elle nourrit forcément des individus, des bestioles, qui ne sont pas naturellement prévus, puisque vous êtes prévu pour avoir correctement mangé. Vous n'êtes pas prévu pour avoir avalé tout rond. Surtout quand, à l'époque, peut-être ils galéraient avec la nourriture, nos ancêtres. Ils n'allaient pas s'amuser à avaler tout rond le truc. Non, ils allaient le mâcher. Hein. Et en plus, ils mangeaient des choses qui étaient beaucoup plus amères, beaucoup plus acides, beaucoup plus âpres, beaucoup plus aigres. Enfin, toutes les saveurs qui ont disparu aujourd'hui parce qu'on a aseptisé pour aller plutôt vers un goût sucré acidulé ou salé acidulé. C'est ce que les gens préfèrent dans les études gustatives. Donc tous les fruits, par exemple, n'existaient pas il y a 10 000 ans. Tous les fruits qu'on a aujourd'hui, c'est des mutations. Hein. Il n'y a rien qui existait il y a 10 000 ans. Donc quand ils mangeaient un bout de citron ou d'orange, je peux vous garantir que quand ils prenaient vous savez, les petites vésicules qu'il y a dans une orange qui ont un petit peu de jus dedans, ils en prenaient 2 petits bouts de rien du tout, qu'ils avaient déjà les glandes salivaires qui sécrétaient puissance 10. Aujourd'hui, vous ingérez ça, je les vois, les gens, ils ingèrent des quartiers d'orange. En fait, c'est pas mâché. Ils ont l'impression que c'est pareil que boire un jus d'orange, mais avec des quartiers. Quoi. Ça marche pas comme ça. Il faut mâcher. C'est indispensable. Donc, c'était le premier point très important parce qu'il permet de comprendre pourquoi ensuite, dans notre tube digestif, on va avoir des fermentations, des putréfactions qui vont libérer des toxines, des choses et aussi distantes, parce que forcément, quand ça putréfie et que ça fermente, ça fait des gonflements, des inflammations et des gonflements. Quand on étire quelque chose qui ne fait que l'épaisseur d'une cellule, l'intestin, c'est ni plus ni moins qu'un voile de l'épaisseur d'une cellule. Hein. C'est plus fin qu'un papier à cigarette. Si vous le tirez dessus pour le dilater parce qu'il y a des gaz ou parce qu'il y a des inflammations, ne soyez pas étonnés qu'il y a ce qu'on appelle la fameuse perméabilité intestinale dont on entend de plus en plus parler. C'est-à-dire, en gros, un intestin poreux qui laisse passer des choses qui n'auraient jamais dû passer. Globalement, si vous putréfiez, que vous fermentez, qu'il y a une perméabilité qui s'installe comme chez la majorité des gens, vous allez avoir de la putréfaction et de la fermentation, entre autres, qui va passer dans votre sang. Et ça, il va falloir le traiter. Donc vos organes comme le foie, comme certains organes immunitaires, etc., ou le système immunitaire en général, va devoir traiter tout ça. Encore une fois, ce sont des organes qui vont déployer de l'énergie. Les organes, ils ne sont pas bénévoles, ils sont syndiqués. Si vous leur en demandez plus de boulot, ils vont vous faire soit une grève générale, soit ils vont aller chercher les travailleurs chez les autres. Ils n'ont pas le choix. Donc en fait, vous allez être fatigué. Et vous êtes un entrepreneur qui ne comprend pas.
ah ben, on m'a dit qu'il fallait se lever tôt, on m'a dit qu'il fallait taper dedans, mais moi je suis claqué, je suis pas bien, j'arrête pas de bâiller, je fais de mon mieux, mais en fait je dois être plus con qu'un autre. Non, t'es pas plus con qu'un autre. Par contre, peut-être que tu mal digères plus qu'un autre, et peut-être que l'autre, de base, il a une constitution qui fait que malgré toutes les erreurs qu'il fait, il a encore un vivier d'énergie vitale très important, qui fait que même en mettant beaucoup sur la digestion et l'immunité, il en reste assez sur la vitalité physique. Et c'est vrai que parfois, on est un peu dégoûté. On a toujours le beau gosse dans notre groupe ou la belle gosse, tu sais, qui mange n'importe quoi, qui grossit pas, qui est tout le temps athlétique, qui est jamais claqué, qui est tout le temps de bonne humeur. Alors peut-être aussi que cette personne, par son vécu et par la grossesse qu'a pu avoir sa mère et l'expérience de ses parents, a pu développer des croyances différentes, des croyances de l'ordre du mental, hein, et de l'émotionnel. Et donc peut-être qu'elle vit mieux certaines situations qui peuvent être difficiles émotionnellement pour vous. Et donc, comme elle le vit mieux, elle puise moins d'énergie pour le système nerveux dans le cadre de l'émotionnel. Parce qu'en fait, tout ça est lié. Quand vous avez un gros choc émotionnel, vous le voyez bien, ou un gros stress, bah, en fait, des fois, vous êtes obligé d'aller aux toilettes. Bref, il y a plein de trucs qui sont interconnectés avec votre corps. Et pareil, c'est une dépense énergétique colossale. Moi, je l'ai découvert quand je suis devenu papa. En fait, à chaque fois qu'il y a des troubles, enfin, ou des difficultés avec mes filles, ça me vide littéralement, physiquement de mon énergie. Ouais. Pourtant, c'est dans ma tête. Et c'est un truc à l'extérieur de moi. Mais ça me vide parce que énergétiquement, c'est dispatché au niveau notamment de mon émotionnel, quoi, hein, qui en gros relève de la partie vitalité physique, on va dire. Donc là, tout ça pour vous dire qu'on n'est pas tous égaux devant la capacité à digérer. Par contre, on est tous égaux devant la possibilité de mettre en place des choses simples pour bien digérer. Mâcher, il n'y a personne qui vous en empêche. Peu importe le président de la République et toutes les décisions qu'il peut vous prendre du jour au lendemain, confiné, pas confiné, vous avez le droit de mâcher, hein. Et puis, à la limite, quand vous mâchez, vous mangez moins. Et ça me fait venir sur le deuxième point qui est la quantité alimentaire. Un truc qui ponctionne énormément d'énergie, c'est la suralimentation. Se suralimenter, ça ne veut pas dire faire un concours de hot dog ou de burger de celui qui mange le plus de burgers comme on voit dans Beethoven. C'est pas comme ça, hein. En fait, c'est juste ingérer plus d'aliments que ce qu'il y a de nécessaire pour avoir la teneur nutritionnelle dont mon corps a besoin. C'est ça, se suralimenter. Et souvent, on vous dit suralimentation et puis sous-alimentation, en gros malnutrition. On vous en parle aussi. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui mangent très très peu, qui ne sont pas du tout malnutris. Il y a beaucoup de gens qui mangent énormément, qui sont malnutris. Pourquoi? Parce que vous digérez moins bien. Quand vous digérez moins bien, vous fragmentez moins bien les ingrédients que vous avez ingérés. Et donc, les vitamines, vous ne les libérez pas, vous ne les assimilez pas, etc. Je vois énormément de gens avec ce qu'on appelle des carences protéiques qui se manifestent de diverses manières, et dans les fatigues chroniques, dans les anémies, les choses comme ça, il y en a beaucoup de carences protéiques. Pourtant, elles mangent des aliments contenant des protéines. Elles mangent de la viande, du poisson, ou peut-être des protéines végétales selon les convictions de chacun. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, elles digèrent mal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je rentre quelque chose ici que ça y est, y a un programme informatique qui dit allez, hop, ligne Excel, plus 10 en protéines. Ça ne marche pas comme ça. Il faut transformer, il faut que mon corps fasse le boulot. Donc on peut aussi être fatigué et complètement dévitalisé parce qu'on développe des carences. Et ces carences, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas assez d'apport. C'est très souvent pas par manque d'apport. C'est très souvent parce que votre corps n'arrive pas à assimiler, à utiliser et à transformer ce que vous avez ingéré. C'est très important. C'est extrêmement important. Et parfois même, c'est parce qu'il n'arrive pas à l'éliminer quand il en a plus besoin qu'il choisit lui-même de ne pas l'assimiler. Et donc, il vous crée la carence, mais parce qu'il sait que si jamais il le prend, il n'arrivera pas à le virer du corps. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont carencés en fer. En fait, c'est parce que leur corps, souvent, n'arrive plus à gérer. Il est tellement encombré qu'il n'arrive plus à gérer l'évacuation de l'excès de fer. Donc, par défaut, lui dit, je ne peux pas me permettre de prendre du fer parce que j'ai un risque d'empoisonnement, en fait, à terme. Moi, c'est comme ça. Et donc, souvent, ça, c'est un problème qui est de l'ordre du métabolisme du fer. Ce n'est pas un problème de manque d'apport en fer. Ces gens-là, souvent, ils me disent, je mange des lentilles 3 fois par semaine. Les lentilles, en plus, ça c'est lourd à digérer, hein. Je mange de la viande, je mange de la viande rouge, je mange des trucs, je prends du fer, je prends du tardiféron, je prends tout ça. Mais en fait, en réalité, ça ne sert à rien. C'est leur corps qui dit non. C'est ce qu'on appelle leur homéostasie, le programme en fait qui gère le maintien des équilibres vitaux. Donc voilà, la suralimentation, ça peut avoir énormément de conséquences.
c'est un vrai problème et c'était en gros le troisième point que je voulais évoquer avec vous. C'est très facile de comprendre que si quand vous mangez beaucoup en quantité, vous avez toujours faim, demandez-vous si c'est juste que vous ne ressentez pas la sensation de dilatation de l'estomac qui d'habitude vous dit que vous avez plus faim, ou alors si c'est vraiment un sentiment comme quand vous êtes en hypoglycémie de il me faut du sucre. Parfois on a ce sentiment même sur la nourriture en général. On a un sentiment comme ça, c'est juste votre corps et ses réflexes qui disent non là il faut vraiment faire quelque chose, j'ai trop de carences, j'ai trop de manque nutritionnel, il faut que je me bouge et voilà, que ça soit rempli, quoi, parce que sinon il y a un risque. Forcément, votre corps, quand il n'a pas les briques dont il a besoin pour fonctionner, le risque c'est qu'il ne fonctionne pas, quoi. Donc derrière, ça part en pathologie, en dégénérescence, etc., en vieillissement prématuré. Donc la suralimentation est très importante. On a très souvent ce problème chez les gens aujourd'hui, même ceux qui font très attention, etc. On est quand même très souvent en suralimentation. S'il y a bien un paramètre qui est présent chez tout le monde, c'est suralimentation et mastication insuffisante. Et pour rebondir sur ton point de la suralimentation, et c'est une étude que j'avais lue il y a un petit moment et qui fait un parallèle avec les neurosciences, c'est que comme notre cerveau, et on hérite du cerveau de l'homme préhistorique, c'est-à-dire que notre cerveau est habitué à ce que tout ce qui ce qu'il trouve dans la nature doit être forcément très, très calorique, parce qu'à l'époque, quand on partait chasser ou cueillir ou autre, l'énergie qu'on dépense, j'en ai parlé tout à l'heure avec Émilie, mais l'énergie dépensée pour tuer cette bête ou trouver à manger soit beaucoup moins importante que ce qu'on trouve. Ce qui fait que notre cerveau a l'habitude de dire ce qui est très gras, très lourd, c'est ce que j'ai envie de manger tout de suite parce que ça va me maintenir en survie. Sauf qu'aujourd'hui, on court plus derrière les bébêtes pour les tuer, et puis qu'on est beaucoup plus sédentaire qu'avant, et que si tu manges un gros burger comme ça, tu peux aller normalement chasser 3 lions et courir après, quoi. Donc c'est aussi ça, ce problème qui vient des… C'est vrai que c'est un problème qui est énorme, c'est le fait que notre physiologie, elle a été prévue pour qu'on survive dans des conditions qui n'ont rien à voir avec maintenant, et l'opulence qu'on a là, elle est en train de nous mener à notre perte. Oui. Au même titre que l'opulence qu'on a eue. Aujourd'hui, les gens s'étonnent de se retrouver confinés chez eux. Mais vous savez, le fait de se retrouver comme des individus tout seuls, c'est ce qui se passe depuis 100 ans. Ça fait 100 ans qu'on est en train de fragmenter la société pour que les gens soient de plus en plus seuls. On a créé des EHPAD pour nos vieux, on a créé le fait que les familles, les entreprises délocalisent, les gens partent pour travailler, etc. On a de toute façon réduit. Donc en fait, tout ça, c'est juste, à chaque fois, on est en train d'observer les conséquences de choix, décisions et pensées qui ont été faits dans le passé. Et donc là, notre système, il a été créé sur la base de nos problèmes passés de survie. Or, aujourd'hui, ce problème-là, on ne l'a plus. C'est-à-dire qu'on n'a plus de problème de survie, mais on est toujours doté de ce programme. Donc, tu as vite envie de te casser le bide. Et le plus addictif de tous les produits, c'est le glucose et le sucre, les sucres, les glucides et le gluten. D'ailleurs, c'est pourquoi l'humain moderne a muté au niveau de sa société pour passer à l'agriculture, alors qu'en fait, certains paléontologues expliquent que les humains se sont mis à travailler 2 à 3 fois plus qu'avant, au moment où ils ont cultivé les céréales. Donc, ce n'était pas du tout pour simplifier la vie, c'était de l'addiction, parce que ça leur faisait une telle décharge d'énergie et une décharge cérébrale que finalement, ça leur plaisait. Donc, la suralimentation, bien sûr, c'est un énorme problème et on est très vite tenté, notamment dans les moments où c'est dur émotionnellement. Par exemple, si vous vous ennuyez, si ça s'est mal passé au boulot, si ça se passe mal avec votre famille, votre conjoint, vos parents, vos amis, voilà, et vous avez un coup dur, en fait, on est vite tenté de manger, de bouffer. Pourquoi ? Parce que ça va remplir le manque. Vous allez vous sentir, ah, c'est bon, je vais survivre parce que j'ai pas de manque, je me remplis. Mais en fait, c'est pas forcé. C'est vrai que dans l'absolu, ça n'a rien de physiologique. C'est pas un truc que votre corps vous dit, j'en ai vraiment besoin, fais-le, c'est vital. Absolument pas. Absolument pas. Donc du coup, c'était le troisième point, c'était vraiment la partie relative à la suralimentation. Dans la même veine, un point qui est capital, que j'évoque toujours, moi mes étudiants ils le savent, c'est à peu près, chaque personne que je croise, c'est à peu près 30% du temps que je passe avec, le grignotage. C'est complètement différent de la suralimentation. Vous pouvez manger des quantités normales, mais pour autant pratiquer ce qu'on appelle le grignotage. Et ensuite, je vais vous partager le point suivant, qui est en fait une des très graves conséquences du grignotage, qui franchement est un cataclysme corporel et probablement l'une des causes de bien des maux. D'ailleurs, tu le vois parce que dès que tu supprimes le grignotage chez les gens, il y a des améliorations même sur des trucs où franchement tu pensais que c'était improbable. Le grignotage,
la simple définition, ça ne veut pas dire manger des chips devant la télé. Le grignotage, ça veut dire manger quelque chose, ingérer autre chose que de l'eau en dehors des repas principaux que sont petit déjeuner, déjeuner, dîner. Je sais que certains disent on n'a pas besoin de petit-déj, d'autres disent on a besoin de manger que 2 fois, qu'une fois, que machin. Moi, je me base aussi sur la culture autour de nous et culturellement, en France, on a tendance à manger 3 fois par jour. À un moment, on n'est pas là non plus pour se casser trop la tête à vouloir tout le temps faire des trucs qui sont différents des autres. Déjà, en mangeant 3 fois par jour et en faisant ce qu'il faut dans ces repas, ça ira très très bien pour vous, croyez-moi. Donc 3 repas, c'est suffisant. Peut-être un petit goûter l'après-midi, mais ça dépendra vraiment de la composition du goûter. Mais c'est vrai qu'imaginons on a ces 3 repas. Grignoter, ça veut dire ingérer autre chose que de l'eau pendant ces repas. Par exemple, quelqu'un qui va boire un café très chargé, un café bien infusé, en fait, en réalité, il est en train de pratiquer le grignotage. Pourquoi? Parce qu'il ingère autre chose que de l'eau. Donc, son cerveau est informé par ses papilles, ses glandes en dessous de sa langue, son estomac, qu'il y a des nouveaux nutriments qui rentrent. Or, le cerveau, lui, ne sait pas lancer un processus digestif tant qu'il n'a pas l'information des nutriments ou des choses qu'on ingère. En fait, dans la bouche et dans l'estomac, il calcule qu'est-ce que j'ai d'ingérer, c'est quoi la composition, et quand vous déglutissez et que l'estomac se dilate, il calcule c'est quoi la quantité de cette composition. Pour en déduire, du coup, j'ai besoin de tant de bile, j'ai tant de sucre pancréatique, de tant d'acide, parce que c'est comme si, je ne sais pas, vous voulez faire 10 crêpes ou vous faire 100 crêpes, vous n'aurez pas besoin de la même quantité de lait et d'œufs. Là, c'est pareil. Le corps, lui, il s'adapte en fonction du besoin de ce qu'on a ingéré et mâché. Donc, c'est d'où l'importance, encore une fois, de la mastication. Donc, quand vous grignotez et que vous ingérez autre chose que de l'eau, ce qui va se passer, c'est qu'il va remettre à zéro le processus digestif qui est en cours. Donc, les gens me disent, je ne comprends pas, je suis claqué, je ne comprends pas, j'ai des rots, j'ai des relents, j'ai des gaz, j'ai mal au ventre. Parce qu'à terme, la maldigestion, ça amène à des troubles digestifs, qu'on soit clair. C'est la principale cause. Même si, quand vous allez voir un gastro-entérologue, il ne vous demande pas ce que vous mangez, il fait juste des examens. Mais dans l'absolu, la cause principale des troubles digestifs, c'est un problème de digestion et de maldigestion. C'est le surmenage de l'organe qui le fait dégénérer ou qui le fait planter, concrètement. Il n'y a pas de, voilà, c'est comme vos muscles. Si vous faites un claquage, c'est très rarement parce que vous avez trop réfléchi. C'est parce que vous avez fait un effort au-delà de la capacité d'encaissement et d'entraînement du muscle ou de l'organe en question. Donc là, la maldigestion peut mener à des troubles digestifs majeurs. Et donc, entre autres, ce qu'on va avoir, c'est ce fameux grignotage. Le grignotage, c'est, par exemple, je mange ce matin. Moi, ce matin, j'ai mangé du riz avec des œufs, par exemple. C'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps. J'ai mangé du riz avec des œufs. Mais imaginons, j'ai déjeuné tard. Mais imaginons, je déjeune à 7h30. Et puis là, c'est un processus digestif qui peut prendre 3h30, 4h à être vraiment finalisé au niveau de l'estomac selon la quantité que j'ai mangée. Disons au minimum 3h. Si vers 8h30, j'arrive au bureau, je croise mon collègue, mon associé, mon partenaire, un pote dans un coworking, vous voyez un peu de quoi je parle, et puis vous vous faites un petit café tranquillement. Vous vous faites un petit café, vous vous faites éventuellement un petit biscuit, une petite madeleine, pour accompagner. Quand même, je l'ai bien mérité, je me suis levé tôt, je travaille dur, voilà, en ce moment, je me donne à fond sur mon projet, j'ai bien le droit d'une petite madeleine, un petit plaisir. En fait, à ce moment-là, votre corps, dans sa bouche, là, déjà, il est en train de recalculer que ce n'est pas du tout comme il était en train de faire qu'il va falloir faire pour digérer. Il faut réévaluer. Donc, il met à zéro le process en cours. Donc, toute votre digestion en cours, il l'interrompt et il redémarre un process. C'est-à-dire que quelque chose, si vous avez par exemple mangé des fruits et que vous remettez à zéro le processus, un fruit, ça fermente. Un fruit, ça fermente très vite. Un fruit, c'est censé se digérer entre une demi-heure, mais c'est rare, 1h30 dans l'estomac. Enfin, ça passe l'estomac en 1h30. En fait, la digestion du fruit, elle a lieu dans l'intestin. Donc, ça passe très vite l'estomac par rapport aux autres ingrédients. Mais si vous rebootez le système alors que le fruit est encore là, et que vous intégrez un ingrédient comme un café et une madeleine, qui a un sucre, un glucide, comme les amidons, en fait, des féculents comme la madeleine, ça, par contre, ça va prendre 3 heures à digérer au bas mot. Donc, vous allez avoir votre fruit qui va brasser dans un truc qui va rester 3 heures, alors que lui, il aurait dû passer en moins d'1h30. Forcément, il va fermenter. Mettez une bouteille de jus d'orange dans quelque chose de chaud, tranquillement là à proximité. Vous allez voir, vous ouvrez le bouchon, ça va vous faire un pchit au bout de quelques heures ou à peine une journée. C'est pareil dans votre ventre. Donc tout ça, ça va perturber.
Et surtout, le grignotage, l'énorme problème que ça pose, donc ça remet le système digestif à zéro en permanence. Donc lui, au bout d'un moment, il ne comprend même plus pourquoi il bosse. Le mec, il dit, non mais je ne comprends pas, j'ai mis en place ma cadence, mon truc, il me restait 30 minutes, il m'a refoutu à zéro, il est con. Bah, lui, en fait, à un moment donné, ils sont syndiqués. Hein. Donc ils vont dire, moi, je vais me foutre en pause, je vais me mettre en grève. Et là, vous allez commencer à avoir un estomac qui sécrète plus d'acide, un intestin qui sécrète plus d'enzymes, qui ne contracte plus pour faire avancer les choses. Donc il y a ce qu'on appelle un intestin atone, un mauvais péristaltisme, c'est le fait de faire avancer les choses. Bah, en fait, tout ça, ça se détraque parce que tout simplement, lui, il est au bout du rouleau. Il n'en peut plus. J'appelle ça, moi, le syndrome d'Halloween. Au début, tu vois, quand tu es sollicité, au début, par Halloween, tu as la sonnette, tu y vas, tu es content, tu donnes quelques bonbons. Et quand c'est la 100e fois de la journée, tu en as ras-le-bol. Tu vois, tu débranches ta sonnette. En fait, tu verrouilles le portail et tu débranches ta sonnette. Bah, ton intestin et ton tube digestif, ils aiment bien digérer quand c'est une fois. Mais quand tu leur demandes de faire 5 fois le boulot alors que ça aurait dû être une fois, ça les lasse, ça les saoule. Et donc, en fait, bah, ils verrouillent. Ils verrouillent et toi, tu stagnes. Alors, pendant ce temps-là, c'est les vers, les parasites en tout genre, et puis c'est les bactéries potentiellement pathogènes qui se nourrissent. Parce qu'ils ont affaire à des choses pas digérées qui auraient dû l'être. Donc, ça nourrit des gens qui auraient dû être là. Et ça vous crée des troubles. Et ça, bien sûr, à chaque fois, ça va engendrer une sollicitation immunitaire plus importante et plus d'énergie au tube digestif. Donc le grignotage, un énorme impact qu'il a, c'est la fatigue du tube digestif, et donc votre fatigue à vous. C'est honnêtement, si vous voulez arrêter d'être fatigué, le premier truc à faire, c'est arrêter de grignoter. Vous enlevez les grignotages entre les repas, vous allez voir, ça va aller mieux. Par contre, parfois, on a faim entre les repas. Ça veut dire que vous ne mangez pas ce que vous avez besoin de manger. Si vous avez faim tout le temps, bon, ça peut être de la compulsion parce que vous êtes effectivement vous ennuyez, etc. Mais en dehors d'un élément d'ordre psycho-émotionnel, d'une stimulation psycho-émotionnelle, c'est vraiment en rapport avec le fait de ne pas avoir fourni les nutriments nécessaires à votre corps qui génèrent la faim en fait. Donc si vous avez trop faim, c'est parce que vous nourrissez pas. Donc en fait, bah, il va falloir peut-être aussi en partie revoir l'assiette pour s'assurer que certains nutriments y soient, parce que peut-être que en fait, vous mangez des trucs qui nourrissent pas. Quoi. Concrètement, certaines personnes me disent, bah, moi en fait, bah, là, c'est si j'ai mangé équilibré, hein, j'ai mangé une boîte de raviolis, des knackis et des chips. Bon, en termes de nutriments, c'est proche du néant. Il n'y a que des glucides là-dedans, il n'y a que des glucides et des graisses saturées. Ça fait... Votre corps, il ne sait même pas quoi faire de tout ça. Ouais. Donc forcément, là je prends un extrême volontairement, mais parfois j'ai des personnes qui me disent pourtant je mange que des légumes. Donc c'est sain, je mange que des légumes. Manger que des légumes, c'est pas forcément sain parce que votre corps a besoin de plein d'autres choses. Quand vous mangez que des légumes, bah lui en fait il dit mais il me manque des trucs. Bah, il va vous envoyer le message j'ai la dalle. Hein. Donc vous allez avoir tout le temps faim, vous allez devoir vous goinfrer de quantité de crudités et de légumes énormes. Sauf que si vous prenez des grosses quantités de légumes, bah, au début, les légumes, les fibres, ça aide au transit, mais quand vous en prenez trop, ça fait l'effet inverse, ça vous constipe. Ça, c'est très mauvais pour l'empoisonnement dans votre corps. Et également, quand vous mangez trop de crudités, bah, vous avez tendance à fermenter. Donc c'est pareil, ça crée des troubles et c'est pas forcément bénéfique pour vous. Donc c'est très important de comprendre que c'est pas parce qu'un ingrédient est catalogué comme étant sain qu'il est forcément digeste, assimilable et bénéfique d'un point de vue de la conséquence nutritionnelle et physiologique. Je voulais aussi vous donner un exemple qui est très flagrant. Souvent, les gens me pensent qu'en mangeant des fruits et en mangeant du miel, c'est forcément sain. Ça a tellement une belle image, ces ingrédients-là. Il faut savoir que le miel, pourquoi on donne du miel aux gens qui ont des problèmes gastriques, par exemple? Parce que le miel inhibe toutes les sécrétions digestives qui peuvent agresser la muqueuse qui est abîmée de l'estomac, par exemple, ou de l'intestin. Le miel, c'est un inhibiteur enzymatique. Donc, en fait, quand vous prenez du miel, vous inhibez les sécrétions actives de votre corps pour digérer les aliments. Le miel, c'est un aliment en tant que tel. Il fait tout, le miel. Il est protéique, il est lipidique, il est glucidique et il est bourré de phytonutriments, etc. Vous n'avez pas besoin de mettre autre chose avec. Mais quand vous faites une tartine de miel, vous pouvez être sûr et certain que votre pain, en fait, qu'il soit sans gluten ou pas, parce que des fois on me dit ouais mais moi sans gluten c'est pas pareil. Il peut être vegan, sans gluten, bio et biodynamique et il peut même avoir été en priant par votre grand-mère que de toute façon vous n'arriverez pas à digérer les amidons qui composent finalement le pain parce que vous avez mis du miel qui est un inhibiteur enzymatique puissant. En général, quand vous intégrez du miel avec d'autres aliments, vous mettez 8 heures à les digérer. Donc ils fermentent. Et donc, enfin, ils vont fermenter, puis potentiellement putréfier selon leur nature.
Et évidemment, le miel, lui, les bénéfices du miel, ils sont modiques hein, par rapport à ça. D'ailleurs, je rappelle que le miel, il doit normalement pas être chauffé. Donc, la cuisine au miel et le fait de mettre du miel dans du thé pour sucrer, c'est très mauvais. Hein. Ça fait partie des préceptes, notamment de la médecine indienne ayurvédique, hein, médecine millénaire, qui dit pas au-delà de 40 degrés. Hein. Donc, le miel, c'est pas bon, ça peut changer de forme quand c'est chauffé, comme bien des choses. Là, pour parler du miel, et puisqu'on parle maldigestion au miel, là, il est reconnu que dans le type de miel, le miel de tilleul est bien meilleur pour justement tout ce qui est aigreur d'estomac. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi, le fait que ce soit du tilleul ou autre? En fait, ouais, il y a plein de miel. Il y a le miel de Manuka qui est cultivé en Nouvelle-Zélande, enfin qui est récolté en Nouvelle-Zélande, qui a des spécificités. En fait, à chaque fois, c'est en fonction de la spécificité de l'arbuste, puisque de toute façon, dans le pollen que les abeilles ou le nectar des fleurs que les abeilles vont consommer, en fait, soit pour faire le miel, soit pour avoir la propolis, le pollen qu'on peut retrouver même dans les ruches, on n'aura pas les mêmes compositions. D'ailleurs, quand vous faites une huile essentielle de lavande ou une huile essentielle de romarin, vous n'avez pas la même composition. Quand vous faites une tisane de thym ou que vous mettez du thym du persil dans votre alimentation, ça n'a pas le même goût. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes composants. Donc évidemment, le miel va dépendre de... Alors après, c'est en globalité, parce qu'un miel de tilleul, il n'y a pas que du tilleul dedans, mais c'est dans un endroit où il y a beaucoup de tilleul. Au moment de la floraison des tilleuls, les apiculteurs vont récolter ce miel. Effectivement, il y a différents miels qui ont différentes propriétés, mais je dirais que de façon générale, si vous voulez, il y a une différence entre ingérer une cuillère ou deux de miel parce que j'ai mal à l'estomac ou parce que j'ai mal à la gorge, mais je prends rien d'autre et je suis pas en phase de digestion. Moi, j'ai rien contre ça. Hein. Je suis très content que vous le fassiez. Par contre, le faire pour sucrer à la place d'autre chose, parce qu'on vous a dit par exemple que la confiture c'est pas bien, en fait, vous faites plus de mal en mettant une tartine de miel qu'une tartine de confiture. Je vous en mets ma main à couper. Ah ouais. Donc, c'est une grosse croyance. Et dans les milieux naturaux, bio, naturels, tout ça, ils sont très portés sur le miel. Et très souvent, ça engendre des troubles digestifs majeurs. J'ai énormément de gens qui vont mieux juste en arrêtant de mettre du miel à la place d'autre chose. Donc, je peux continuer mon pain beurre confiture le matin? Pain beurre confiture, ça fait partie des choses qui sont possibles, mais c'est vrai qu'après, ça va dépendre de la quantité de beurre, la quantité de confiture et bien sûr du reste de toute ta vie. Parce que tout ça doit être individualisé en fonction de tes facteurs de cap. Parce que là, on a parlé de la maldigestion, mais après, il y a tout un tas d'éléments qui découlent de la capacité digestive. Et la capacité digestive, elle est dépendante de votre état mental, de votre état émotionnel, de votre état spirituel, social, etc. Ça va déployer plus ou moins de puissance sur cette quantité d'énergie disponible sur la partie digestion. Parce qu'on peut mettre beaucoup d'énergie mais avoir pas beaucoup de puissance. Quand vous êtes sur votre vélo et que vous vous mettez sur une petite vitesse où il faut pédaler beaucoup, c'est très dur d'aller vite. Il faut énormément d'énergie pour pas avancer beaucoup. En fait, si vous voulez, le fait d'avancer beaucoup à chaque coup de pédale, c'est la puissance digestive. Le fait de l'énergie, c'est le fait de devoir pédaler en fait. Et donc, c'est deux paramètres différents. Mais je pense que c'est un sujet trop large pour en parler ce soir. Mais toujours est-il que cette histoire de grignotage, et notamment d'indigestion par rapport, par exemple, au miel ou aux fruits. Prenez les fruits. Les fruits, il y a certaines façons de manger les fruits qui sont très bénéfiques, certaines façons qui génèrent des grosses maldigestions. Je vous disais tout à l'heure, si vous ingérez autre chose qui met plus de temps à digérer qu'un fruit après avoir mangé un fruit, vous allez le faire fermenter et créer des troubles. Enfin, au moins de la fatigue et de la maldigestion, du gaspillage énergétique. À terme, ça peut générer des troubles à force d'accumuler des paramètres. C'est une des causes. Et pourtant, tout le monde vous dit de manger des fruits. Tout le monde vous dit pensez à manger un fruit pour les antioxydants, la vitamine, le machin. Et que si vous manquez de fruits, vous manquez de vitamines, vous allez être fatigué. Alors, on vous fait boire des multivitaminés, on vous fait faire des trucs comme ça. Mais en règle générale, chez les gens que je rencontre, ça ne leur profite pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur génère plus de problèmes et de perte d'énergie qu'autre chose. J'ai énormément de gens, on est obligé même pendant un laps de temps d'arrêter les fruits pour qu'ils puissent commencer à se sentir mieux. Wow. Alors après, il y a tout un tas de paramètres à expliquer et évidemment, dans ce qu'on pourra proposer par la suite comme source d'information pour avancer là-dessus, je vous donnerai tous les éléments dans le détail de façon à être vraiment complètement autonome. Je voudrais partager avec vous le dernier point qui découle de la suralimentation, de la maldigestion et surtout du grignotage et qui va faire le lien à nouveau avec notre système immunitaire et puis les difficultés, par exemple, au niveau des capacités cérébrales et cognitives. Parce que beaucoup d'entrepreneurs me disent « je suis très fatigué, j'ai du mal à me concentrer, c'est difficile » et puis ça mène au burn-out. Et alors ils pensent que c'est parce qu'ils travaillent trop ou qu'ils sont trop anxieux. Mais ça peut être aussi, c'est ce qu'on appelle
l'influence sur un concept, enfin, on va dire un mécanisme physiologique qu'il y a dans votre corps qui s'appelle le complexe migrant interdigestif. Le complexe migrant interdigestif, c'est un domaine qui est quasiment inconnu. Moi, j'ai eu la chance d'étudier, mon premier professeur de naturopathie, c'est le seul qui en parle en France. Il n'y a quasiment aucune information sur ce sujet en français, en francophonie. Et pourtant, c'est fondamental. Ça dit une seule chose, c'est que vous avez votre estomac, là, vous avez votre estomac qui finit de digérer ce que vous avez ingéré. Donc ça a bien brassé, etc., etc. Il a bien malaxé tout ça. Là, il se vide. Petit à petit, quand ça devient liquide et vraiment fin, il se vide. Quand il a fini de se vider, l'estomac, après un certain laps de temps qui peut dépendre des personnes et en gros de leur capacité physique, le corps va envoyer une onde qui va secouer de la base de l'estomac, donc ce qu'on appelle le clapet du pylore, donc là d'où ça sort de l'estomac, ça va faire tout l'intestin. Donc, vous voyez les fameux 7 mètres en fonction des personnes. Alors, on dit 7 mètres, mais il y en a a priori qui disent dans les livres d'anatomie entre 3 et 11 mètres. Donc, voilà. Donc là, on a l'intestin, on va dire 7 mètres. Donc, il y a cette onde qui vient secouer dans l'intestin et je vais vous expliquer ce que ça fait et quel est l'intérêt. Elle fait le parcours et elle prend à peu près 90 minutes à aller jusqu'à votre anus. Donc, elle fait tout l'intestin et tout le côlon. Cette onde, elle sert à une chose, secouer ce qu'il y a dans le trou de l'intestin, donc dans le tuyau en fait, pour éviter que ça stagne, pour éviter que ça pourrisse, que ça fermente, pour éviter que des bactéries pathogènes soient tranquilles dans des petits nids douillets et qu'à aucun moment on essaye un peu de les emmerder pour pas qu'elles se développent de trop, etc. Ça prend 90 minutes à aller au bout et ça va faire vraiment secouer l'ensemble et ça va permettre c'est comme un peu la voiture balai après le Tour de France, tu vois. Les mecs, ils ont jeté des gourdes, ils ont jeté des produits, des papiers, il y a tout un tas de trucs des spectateurs. Tu as une voiture balai qui passe et qui ramasse tout ça. En fait, lui, son travail, c'est qu'une fois que vous avez fini la digestion de l'estomac, que ça passe dans l'intestin et dans le côlon, on va essayer de secouer tout ça pour éviter qu'il y ait des trucs stagnants qui soient relativement néfastes. Parce que si on laisse ces choses néfastes, en fait, ça va encombrer votre côlon qui va petit à petit être complètement engorgé. Il faut savoir que les gens ont des couches, mais je sais que ce que je vous dis n'est pas glamour. Il faut savoir que les gens, notamment dans leur côlon, plus que dans l'intestin, mais il y en a aussi dans l'intestin, ont des couches de merde superposées qui sont collées depuis des années, colmatées. Et donc, ils ont beau faire attention à ce qu'ils mangent maintenant, ils ont toujours un côlon qui fonctionne avec de la merde amalgamée à l'intérieur. Ce qui fait que certaines personnes font très attention à ce qu'elles mangent, mais quand elles lâchent une caisse, ça colle au mur. Parce que c'est un truc. Imaginez le degré de pourriture qu'il y a là-dedans. La quantité de toxines fabriquées par votre tube digestif qui passent dans votre sang et qui empoisonnent votre organisme, qui surmènent votre immunité, qui empoisonnent vos organes comme le foie. Votre foie ne pourra pas vous aider à digérer s'il est en train de gérer l'empoisonnement, parce que lui fait par priorité. Digérer, c'est important, ça permet de nourrir le corps, mais il s'en fout, lui, il veut vous sauver de l'empoisonnement. Le foie, son travail, c'est de s'assurer que ça ne vous empoisonne pas le cerveau, le cœur et les organes essentiels. Donc, il ne va pas s'amuser à digérer alors qu'il pourrait tranquillement vous désempoisonner d'un truc toxique. Il va s'occuper de désempoisonner. Donc, vous allez encore plus mal digérer parce que votre foie est surmené comme ça. Et les gens me disent, je dois faire une hydrothérapie du côlon. En gros, on vous fait une douche, on vous cale un pommeau de douche dans le cul et on vient vous décalaminer tout ça. C'est un peu le principe. Bon, évidemment c'est intéressant quand vous êtes complètement entouré. C'est une dose d'humour ce soir. C'est un festival. Donc, Sonia qui en rigole bien. Tu vois, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire, bien sûr, ces techniques sont utiles, elles sont utilisées depuis longtemps, certains le font eux-mêmes avec une canule, et puis en gros, il y a un tube d'eau qui vient se mettre dans le côlon, ça permet de décoller, et puis on fait ressortir tout ça pour faire évacuer. Mais le but de base, c'est que les principes naturels de notre corps qui permettent que ça ne se produise pas, que ça soit encalaminé là-dedans comme ça, on les laisse fonctionner. Si on ne leur laisse pas faire leur boulot, comment on fait pour que ça marche ? C'est pas possible. En fait, on ne peut pas tout le temps être là à dire c'est quoi le produit, c'est quoi la plante. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, on le fera dans un second temps quand déjà vous allez arrêter d'encombrer tout le monde. C'est pas la peine de vouloir. Vous voyez, des fois, les gens ils veulent mettre plus d'eau dans un truc qui est une passoire. Non, en fait. Le premier truc quand vous êtes inondé chez vous, c'est vous fermez le robinet et ensuite vous épongez.
C'est pas vite chérie, viens avec des serpillères et un seau alors que le robinet il est ouvert et que ça déborde. C'est stupide. Et c'est ce que font les gens. Les gens font une hydrothérapie. Mais je ne parle pas de ça que de la médecine, parce que parfois on peut croire que les naturopathes critiquent les médecins, mais c'est ce qui se passe dans la naturopathie. Une plante pour vous aider à digérer. Alors certains vont prendre de la bourdaine. La bourdaine, en fait, c'est une plante toxique pour l'intestin. Et comme c'est tellement toxique pour l'intestin, c'est très efficace, hein, mais c'est tellement toxique pour l'intestin que l'intestin a des petites vésicules, c'est comme des petites grottes le long de l'intestin, qui sécrètent des liquides. Et en fait, il va sécréter un lubrifiant qui va vous foutre la chiasse. Pourquoi? Pour évacuer la bourdaine qui est toxique. Donc, vous êtes content parce que vous n'arrivez pas à aller aux toilettes, vous étiez encrassé, ça vous a fait dégager plein de choses. Mais le problème, c'est que vous faites au passage une fuite de potassium. Et vous avez un déséquilibre rénal, un déséquilibre osmolarité au niveau de vos oligo-éléments et minéraux. Et tout ça, ça va avoir des conséquences sur votre système nerveux, ça va avoir des conséquences sur votre système, sur votre concentration, sur vos os, etc., etc. Et sur vos membranes cellulaires. Donc, vous voyez, des fois, on essaye de colmater la brèche par une technique antisymptomatique, même parfois naturelle et non invasive, non chirurgicale, non médicamenteuse, en pensant que c'est moins dangereux. Et pour autant, ça peut être complètement néfaste. Donc, ce CMI, le but, c'est de lui permettre d'exécuter son travail. Donc, on doit juste, quand on a fini de digérer, laisser un laps de temps pour que l'onde puisse aller le plus loin possible, si possible jusqu'à l'anus, pour vraiment, de façon récurrente, parfois plusieurs fois par jour, réussir à avoir en fait décrassé tout ça. Et là, vous n'avez même plus besoin de prendre des plantes, vous avez juste besoin de laisser votre corps faire et c'est gratuit. Il n'y a rien de plus gratuit, de plus naturel et de plus sans danger parce que votre corps n'est pas programmé pour faire des choses dangereuses. Il est programmé pour faire des choses qui ne sont pas dangereuses et qui maintiennent la vie. Donc pour ça, il faut ne pas manger dans les, en gros, 2 heures qui suivent le repas, non, qui suivent la fin de la digestion du repas. Donc je reprends mon exemple, j'ai mangé à 7h30. Je vais digérer jusqu'à peu près 11h. 11h, 11h30, 11h on va dire. Je ne dois pas remanger avant au moins midi et demi, 13h. Et ça dépendra de la composition de mon repas, qui peut être plus ou moins indigeste. Il y a énormément de combinaisons alimentaires indigestes qui existent. Et ça, je reviendrai en détail dessus pour ceux qui voudront aller plus loin avec nous. Parce que c'est très difficile d'expliquer là maintenant, il aurait fallu plusieurs heures. Les combinaisons alimentaires vont créer énormément de maldigestion. Et en plus de ça, vous allez, par exemple, le fait d'ingérer un grignotage, ça peut être un petit biscuit, une pomme, hein, même un fruit, hein, même des fruits secs. Certains me disent, c'est pas des grignotages. Ce que je fais, je mange des fèves de cacao, c'est sain. C'est healthy. J'ai acheté chez Biocop des grignotages healthy. Tu sais, maintenant, ils vendent ça. Des barres de céréales, grignotage healthy. Mais le grignotage, il n'est jamais healthy. Le grignotage, il interrompt votre CMI, reboot votre système digestif. Le seul truc qu'il fait, c'est pour les gens qui ont tellement de problèmes d'intestin et d'estomac que ça leur fait mal, le fait de relancer à zéro, ça interrompt la partie de la digestion qui peut leur faire mal. Donc ils croient que ça va mieux en prenant un grignotage healthy ou en buvant beaucoup d'eau pour forcer l'estomac à libérer. Ils sont en train d'empirer leurs problèmes. Ils sont clairement en train d'empirer leurs problèmes à long terme. Donc le CMI, c'est fondamental. Pour ça, il faut laisser un temps après l'ingestion des aliments, ne plus rien manger, laisser faire pendant au moins, on va dire, 3 à 4 heures, et idéalement laisser 4 à 5 heures avant de remanger. Comme ça, vous avez la fin de la digestion dans l'estomac et le temps du CMI. Parce que ce CMI, l'onde, elle s'arrête. L'onde, c'est comme quand vous jetez un caillou, ça fait un petit onde, hein, sur l'eau. L'onde, en fait, elle va se propager dans votre tube digestif. Mais quand elle a fait 1 mètre, elle n'est plus dans le mètre précédent. Et elle n'est pas dans les suivants. Elle est à un endroit, puis elle avance, hein, tranquillement, comme ça. Comme quand vous faites bouger une corde, vous voyez l'onde qui se propage. Mais sauf que quand vous ingérez quelque chose autre que de l'eau, votre estomac envoie l'information et interrompt le CMI, peu importe où il était. C'est-à-dire que s'il doit se relancer, il se relancera du début, jamais il se relancera de là où il en était. Et les gens me disent, je suis trop encombré de mon côlon. Et je m'aperçois qu'ils mangent à peu près toutes les 2 à 3 heures. Donc leur CMI, même si jamais parfois il arrive à en faire un petit peu, il n'atteindra jamais le côlon. Il y a 7 mètres d'intestin. Ouais. D'accord. Et on va dire 1,50 m, 1,30 m de côlon. Après, ça dépend des personnes qui donnent les informations anatomiques. Puis de toute façon, tout le monde est complètement différent. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que ce CMI, c'est votre voiture balai qui va faire en sorte de décalaminer votre intestin et votre côlon, éviter que ça colmate et que ça crée des toxines à l'intérieur de tout ça. Donc, clairement, si vous interrompez
votre digestion dans l'estomac, que vous réingérez quelque chose pendant que le CMI est en cours, vous avez tout perdu. Donc ça, c'est une donnée qui est fondamentale et qui permet de comprendre pourquoi le grignotage est un fléau qui, pour moi, est probablement, d'un point de vue des habitudes alimentaires, c'est probablement le pire fléau. Hein. Bien plus que de manger de la nourriture industrielle, qui n'est pas bonne, mais c'est quand même le CMI, l'interruption du CMI et le surmenage digestif par le grignotage, c'est vraiment le fléau principal. Hein. Parce qu'il est néfaste même quand vous mangez sain. Même manger de l'alimentation dite digeste, des aliments de qualité. Peu importe, ça vous fait du mal. Je ne connaissais pas du tout. Oui, merci pour tous ces points importants et vraiment pour revenir et mettre en conscience que nous aussi, chez l'ISAFE, on essaye toujours et est-ce qu'on invite les gens vraiment à faire un point de départ et vraiment à évaluer les résultats et à pas suivre ni des modes, sinon vraiment la connaissance, autoconnaissance et à partir de la base scientifique. Donc, vraiment, merci pour tous ces éléments. On avait quelques questions. Oui, alors quelques questions. La première qui vient de Sylvia Castro, depuis l'Espagne, depuis le soleil de l'Espagne, qui tout à l'heure nous disait que nos enfants d'aujourd'hui mangent beaucoup d'hydrates de carbone. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour éviter qu'ils le transmettent aux futures générations? Est-ce que c'est une donnée qui peut rester génétique ou est-ce que c'est juste une histoire d'éducation? La vraie question, c'est est-ce que c'est un problème? Ah, ça. Moi, ce que je vois, c'est il y a des enfants qui mangent ça et qui vont très bien, et des adultes qui mangent ça et qui vont très bien, et d'autres. Ces points importants et vraiment. C'est toi, Renaud. T'as dû mettre en route Facebook ou... Je sais pas, il y a un truc qui je vous entends beaucoup. Donc voilà, j'ai coupé tout le reste. En fait, si vous voulez, je dirais que l'enfant, il est tout neuf. Oui. Donc par défaut, il doit aller bien. Maintenant, l'enfant, il mange ce qu'on lui donne. Et il mange ce que la vie lui montre. Donc c'est sûr que si votre enfant, il passe 5 heures par jour devant les dessins animés ou au contact de personnes qui se bourrent de produits sucrés, il y a un souci. Maintenant, les hydrates de carbone, ce qu'on appelle plus, en fait, on les appelle plus hydrates de carbone. Maintenant, on parle d'aliments glucidiques, mais c'est vrai qu'avant, dans les théories relatives au régime, à la diététique, sur la base qui était la théorie des calories, on parlait beaucoup des hydrates de carbone. Mais maintenant, c'est vrai que c'est plus trop, la théorie des calories, elle est plus trop valable. Et donc, on parle moins des hydrates de carbone. Mais tout ça pour dire que c'est les aliments glucides. Donc, on va dire, par exemple, les féculents, les farineux, les pommes de terre, le riz, les choses comme ça. En fait, pour moi, c'est qu'une question de combinaison alimentaire, une question de proportion. Si on interdit et qu'on essaye de tout faire pour qu'ils n'en mangent pas, en fait, le seul truc qui va se passer, c'est le jour où ils vont devenir ados et qu'ils vont sortir avec leurs potes, ils vont s'engouinfrer. Parce que votre cerveau est conditionné à kiffer les glucides. C'est normal, c'est tout à fait normal. Les glucides, votre cerveau kiffe. Voilà. Donc, et il est addict aux glucides et au gluten. Donc forcément, et c'est des addictions de l'ordre comme à l'opium, tu vois. Par exemple, quand tu manges du gluten, ton intestin sécrète des dérivés d'opiacés, et donc en fait, tu es sous de choses dérivées comme l'opium. Donc en fait, tu es accro à tes propres sécrétions qui découlent de l'ingestion du gluten. Et dans les glucides, c'est presque le même processus. Donc je dirais que ce n'est pas forcément un problème. Simplement, la vraie question, c'est comment j'éduque la personne et qu'est-ce que je lui montre, comment moi je le fais quand je le fais, parce que l'enfant, il est dans le mimétisme. Moi, j'ai aucun problème pour que mes filles ne se goinfrent pas de glucides et pour qu'elles mangent des légumes et des protéines et différentes choses, des crudités. Enfin, il n'y a pas de, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, c'est vrai que si on commence à regarder la pub, si on commence à voir que je suis pas cool parce que je mange pas des Choc-a-Pic ou des Kellogg's le matin au petit-déj. Je suis pas cool parce que j'ai pas un Kinder Bueno pour quand je sors de la piscine ou quand j'ai le droit d'aller au sport, en l'occurrence quand je suis au lycée. En fait, la vraie question, c'est juste une question de partage, de conviction. Et puis parfois, c'est absolument OK, c'est tout. C'est pas parce qu'ils font des erreurs là qu'ils corrigeront jamais ça, en fait. Par contre, il y a des fois, vous allez avoir, quand ils vont manger beaucoup de glucides, ils vont faire beaucoup d'acné. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui va nourrir l'acné, c'est essentiellement l'excès de glucides qui va nourrir les staphylocoques et certaines charges virales qu'on a dans la peau et qui créent des boutons, des grosses pustules, on va dire, et des furoncles. Et donc, les ados, notamment, ou les jeunes, ils sont très sensibles à leur image
notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, le fait qu'ils se fassent tailler sur les réseaux, harceler, etc. Ils sont de tout temps, ils ont été sensibles à leur image, mais là, c'est encore plus, même si c'est vrai que c'est cette période de la vie où on est un peu fragilisé là-dessus. Et donc, forcément, s'ils mangent énormément de glucides, surtout des sucres rapides, alors là, concrètement, ils vont faire flamber l'acné. Parce que souvent, on leur dit attention de ne pas manger du gras, mais dans l'absolu, manger de l'huile d'olive, ça n'a jamais fait de l'acné. Le gras ne provoque pas d'acné. Ce qui provoque de l'acné, c'est les graisses saturées et surtout les excès de glucides. Et notamment les glucides mal digérés que votre corps a du mal à exploiter puisque ça n'a pas été assez fragmenté. Et à la place, c'est des pathogènes qui vont s'en servir, notamment des staphylocoques, etc. Et vous allez faire de l'acné. Donc, vous voyez, il y a plein de manières d'aborder le sujet avec des ados. Et c'est vrai que ça va générer des choses sur les générations futures. Mais je dirais que le plus important, c'est qu'ils mâchent bien, qu'ils ne grignotent pas, qu'ils combinent bien les aliments et que s'il vient, parce que c'est normal de manger des glucides ou les fameux hydrates de carbone, autant qu'ils soient combinés avec d'autres ingrédients qui ne les rendent pas indigestes. Ouais. Parce que le plus dur, c'est quand les hydrates de carbone sont indigestes. Et là, ça va fermenter. En gros, des sucres qui ne passent pas suffisamment vite et qui ne sont pas suffisamment fragmentés, ça finit en fermentation. Il n'y a pas 36 solutions. Là, il y a une autre question de Sonia qui dit « Merci beaucoup pour ces infos. Mis à part la fatigue, comment c'est que la digestion est bonne ou pas ?» Alors, il y a une autre conséquence que la fatigue. Il y a beaucoup d'autres conséquences que la fatigue. Maintenant, la fatigue, l'avantage, c'est que c'est une conséquence directe que vous pouvez observer tout de suite. Maintenant, vous avez aussi des paramètres. Par exemple, les problèmes de peau, il y a un gros lien avec la digestion. Après, vous avez les problèmes ORL qui peuvent être très liés à la maldigestion. Par exemple, les sinusites à répétition, les otites. Un enfant qui fait sinusite, otite à répétition, bronchite, bronchiolite, des choses comme ça, ou laryngite, pharyngite, rhinopharyngite, enfin, toutes ces conneries-là, vous savez qu'il est en maldigestion. Clairement. Donc, et l'adulte, bien sûr, c'est pareil. Mais l'enfant, c'est encore pire parce que l'enfant, il est tout neuf. S'il commence déjà à faire des symptômes, c'est vraiment qu'on est en train d'entraver ces processus naturels, physiologiques, qui sont censés le prémunir de toutes ces choses-là. Donc, il y a plein de paramètres. Il y en a plein. On sait aujourd'hui, par exemple, que quand vous êtes en maldigestion et que ça crée des toxines intestinales, ça peut remonter directement en influence sur votre cerveau central ici, pas le cerveau intestinal. Ça peut modifier vos émotions, ça peut modifier votre état. Par exemple, ils avaient fait des choses en Europe de l'Est sur les schizophrènes. Et quand un schizophrène arrêtait de manger, ou quand quelqu'un qui était atteint de la démence, par exemple, démence qui n'était pas de naissance, quelqu'un qui était devenu dément, tu vois, qui était atteint de folie, alors en fait, quand il se mettait à faire des grèves de la faim et à plus rien manger, en fait, il retrouvait un comportement normal. Ouais. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui, dans ce qu'ils font au quotidien, les empoisonne. Ouais. Soit perturbe leur psychisme, soit empoisonne véritablement. Tout à l'heure, on avait pour la dernière question. Alors, si vous avez des questions, posez-les, c'est le moment. C'est la raison pour laquelle vous êtes le moment, c'est l'instant. Vous avez une dame qui va nous parler de comment, du coup, on fait pour nettoyer son intestin. Il faut laisser faire la digestion et ça se fera. Alors même, ma question à moi, c'est si aujourd'hui mon côlon est encrassé, si à partir d'aujourd'hui, je respecte le CRM, c'est ça, non, le CMI. Le CMI, le CRM, c'est autre chose. Ça, c'est un truc d'entrepreneur, le CRM, c'est la gestion client. Si à partir d'aujourd'hui, je respecte le CMI, est-ce que naturellement, du coup, ça va se nettoyer même si ça fait longtemps que c'est encrassé, ou il faut vraiment que je passe quand même par un nettoyage hydraulique? Il y a des choses qui peuvent être faites pour aider, mais ce n'est pas ce qu'on doit faire de prime abord. De prime abord, on doit arrêter d'encombrer et on doit en fait laisser au corps l'opportunité de dégrasser. C'est quelque chose qui peut faire, par exemple, quand vous allez faire une journée de jeûne ou de diète. Quand vous allégez un peu ce que vous mangez ou que vous ne mangez pas pendant une journée, ça n'a rien de très difficile. Prenez les musulmans qui font leur ramadan, même si effectivement ils mangent le matin très tôt et le soir très tard, mais ça reste quand même des plages horaires où les gens ne meurent pas pour ça, et d'ailleurs ça génère une très bonne santé. Je dis souvent aux gens, c'est un remède ancestral, millénaire, et surtout ce qui est amusant, c'est que les religions, elles sont malines. La religion, c'est un système qui veut avoir des fidèles le plus longtemps possible. Donc quand elle préconise des choses de l'ordre de l'hygiène de vie, c'est rarement pour rendre malade ses fidèles, puisque son but, c'est de les garder le plus longtemps possible. C'est normal, tu vois, sans partir du principe que c'est machiavélique, il n'y a rien de machiavélique là-dedans. Simplement, c'est logique. Donc, toutes les religions ont créé des
on va dire des habitudes, des coutumes culturelles, puisque c'est là où la religion se manifeste, hein, c'est dans la coutume et dans la culture, en fait, de restrictions alimentaires et qui permettent justement, par la restriction un peu alimentaire, en fait, c'est pas tant parce qu'on restreint, on va perdre du poids, machin, ça on s'en fout. Ce que ça va faire, c'est que ça va arrêter d'épuiser votre tube digestif parce que lui, il n'a pas 36 solutions. C'est comme quand vous avez fait trop de sport. Le seul moyen de vous retaper, c'est de vous reposer un peu. Ouais. En fait, tous les sportifs de haut niveau le savent. Vous progressez quand vous vous reposez. On ne progresse pas quand on fait un effort. C'est au moment où parce qu'au moment où je fais l'effort, je suis pareil qu'avant. Juste, j'ai tellement stressé mon muscle et mon corps que mon corps s'adapte. Mais il va s'adapter pendant le repos. C'est là qu'il va se régénérer et reparamétrer, reconfigurer pour avoir vraiment le maximum d'adaptation à des événements qu'on lui a fait subir. Là, sur le tube digestif, c'est pareil. Tu veux arrêter de l'encrasser, tu veux le décrasser, arrête de l'encrasser. Donc tout ce qu'il y a dedans, au lieu de s'attaquer à des couches de merde de plus en plus superficielles qui s'accumulent, en fait, petit à petit, ça va venir désencombrer. Un petit jeûne de temps en temps, et puis après, si vraiment c'est nécessaire, il existe des protocoles de purge. Alors purge, c'est un mot qui fait peur parce que c'est vrai que c'est pas très moderne, hein, ça sonne un peu années 50, on vous fait prendre un purgatif et puis tu te vides pendant 3 jours, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des purges qui sont relativement douces, qui sont pas dangereuses et qui permettent d'aller décalaminer vraiment le tube digestif ou la vésicule biliaire ou des choses qui encombrent votre corps, hein, tout à fait. Hein. Très bien. Merci Renaud pour les infos. Catalina va terminer ce webinaire avant de faire l'annonce, la dernière annonce qu'on a prévue pour le groupe de personnes qui nous a suivis ce soir. Donc Catalina va te poser 4 questions. Ouais, parce que attention. C'est aussi un expert naturopathe. Donc merci pour cette jolie conférence et toute cette connaissance vraiment assez simple et je pense qu'elle est applicable tout de suite pour tous les entrepreneurs. Donc, nous, on s'intéresse vraiment à entreprendre sans coup dur, soit à donner surtout des éléments pour la promotion. Est-ce que tu pourrais nous envie de nous raconter un coup que tu as eu pendant ta vie d'entrepreneur, soit parce que tu l'as vécu et du coup, ça t'a amené aussi à trouver une solution, ou est-ce que tu as eu une stratégie parce que tu avais un certain coût, par exemple la santé ou quel que soit, et tu as dit, je vais faire cette stratégie pour éviter. D'accord. Donc, tu veux que je partage en gros une expérience qui m'a appris des choses et où j'ai mis en place une stratégie en face Oui, là, soit c'est qu'un truc que tu Quel coup dur. Oui, quel coup dur dans l'entrepreneur que tu es. Je vais pas te mentir, les coups durs, moi, je les collectionne. À même pas 30 ans, j'avais pris une escroquerie d'1 million d'euros sur ma boîte principale et aujourd'hui, elle tient. Hein. C'est-à-dire que ça a été très dur et c'est encore dur, mais par contre, la boîte est toujours vivante, donc ça relève effectivement de la prouesse entrepreneuriale, il faut bien le dire. Je dirais que, si tu veux, en fait, les coups durs, sur le coup, ils sont durs parce qu'ils sont très difficiles à vivre émotionnellement, mais en réalité, après coup, les coups durs, c'est tes plus grandes forces. Quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu aurais aimé éviter dans ta vie, il te dit toujours ses coups durs, un décès, plein de choses. Mais quand en fait tu lui fais faire le bilan de tout ce que ça lui a apporté et en quoi ça conditionne en grande partie la personne qu'il est aujourd'hui, là bizarrement, c'est plus la même chose. La personne a dit ouais, finalement, j'ai pas envie de l'annuler cet événement. Oui, j'ai eu ça, oui, j'ai perdu telle personne, oui, j'ai eu tel accident, mais en fait, ça a changé ma vie d'une manière ou d'une autre. Donc, si tu veux, d'un point de vue entrepreneurial, moi, tu vois, c'est un coup dur que j'ai eu, je dirais que c'est une conjonction de choses. Il y a eu une période en fait où j'étais à fond sur mon site internet, j'étais tout seul avec mon assistante et elle travaillait à mi-temps et on faisait quasiment 1 million d'euros de ventes par an, à 1,5, tu vois. Donc c'est quand même pas dégueulasse pour quelqu'un qui démarrait de zéro. J'ai tout financé moi-même, il n'y avait pas d'investisseurs, il n'y avait rien de tout ça. Donc je suis un vrai entrepreneur hein, qui a mis les mains dans le cambouis. Et ça cartonnait, tu vois. Et en fait, j'ai voulu, comment dirais-je, j'ai voulu mettre en place des nouveaux outils, etc., etc. J'ai vraiment eu envie de passer à un nouveau stade, mais le truc, c'est que quand tu commences à avoir un très gros volume d'activité, tu te retrouves à traiter beaucoup d'opérationnels et tu n'es plus dans ta vision. Tu t'es déconnecté de ta vision et de ce qui t'animait au départ qui faisait que tu le faisais. Parce que tu es pris, et c'est le propre de l'entrepreneur, au début, tu es à fond. Et puis d'un coup, il commence à y avoir des clients. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Et quand il commence à y avoir des clients, c'est pas qu'un bénéfice. Dans toute chose, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. En fait, l'avantage, c'est que ça fait rentrer des sous et que tu es content.
et que tout le monde arrête de dire que ton business il est pourri et que ça ne payera jamais. Donc, c'est vrai que tu te dis, bon, bah, ça va, mes parents, ma famille cautionnent, je suis rassuré. Le problème, en fait, c'est que tu as moins de temps pour avoir ta vision long terme de tout ce qui t'anime, etc. Tu es vraiment concentré dans le cambouis. Moi, par exemple, j'étais concentré à faire du conseil toute la journée et à gérer, par exemple, un colis qui n'était pas arrivé, à appeler des transporteurs, à faire plein de choses. J'étais en train de gérer de la merde. En fait, pour être franc, 90% de mon temps, je le passais à gérer les galères qui, en plus, ne dépendaient pas de moi, pour arrondir les angles, satisfaire les clients, etc. Et le gros problème par rapport à ça, en fait, c'est qu'à l'époque, je n'ai pas mis en place de stratégie pour m'imposer de rester connecté à ma vision. Et donc, la vie, bah, en fait, elle m'a mis la claque de l'année en me faisant subir une escroquerie d'1 million d'euros. Parce que du coup, j'ai dû prendre des décisions sur la base de je suis dans l'opérationnel, j'ai la tête dans le guidon. Au lieu de prendre des décisions qui nourrissaient ma vision, qui m'animaient et qui faisaient que tout s'ouvrait face à moi, le chemin. Enfin, tu sais, quand tu es animé sur ta vision et que c'est un truc qui est bon pour l'humain, la vie, elle pousse et te crée un boulevard. Un boulevard. Hein. Quand tu es sur ton X, tu as un boulevard, tu le sens. Là, ça glisse. Moi, j'appelle ça les super bandes de Super Mario Bros. Tu vois. Genre, là, tu roules et d'un coup, tu passes dessus, ça accélère vraiment hyper fort. Bah, en fait, moi, tu vois, l'idée, c'était de dire, comme je travaille plus pour être connecté à ça et que mes choix, je les fais plus sur cette base-là, je les fais sur la base de l'opérationnel et que je me retrouve en fait pris dans, au lieu d'être dans la voiture et de choisir le truc et de viser les bandes accélératrices, j'ai été tracté par la voiture avec une corde accrochée à mes pieds et puis je mangeais la poussière, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une sortie de route pour me montrer que c'était pas comme ça que je devais piloter ma voiture. Je devais pas me faire tracter par ma voiture. Je devais être le pilote, celui qui a la vision. Et en fait, bah, la vie, moi, je te dis, ça a été beaucoup de problèmes personnels et une escroquerie d'1 million d'euros. Donc, ça te calme 2 minutes. Hein. Quand tu es jeune entrepreneur, à même pas 30 ans à l'époque, tu prends 1 million d'euros d'escroquerie, ça te détend. Ouais, ça calme bien. Et donc, après, ça m'a forcé à revenir à ma vision. J'ai dû liquider mes salariés, j'ai dû arrêter plein de différentes parties de l'activité, me reconcentrer et développer des nouvelles choses. Et en fait, depuis, j'ai fait que développer des nouvelles choses. Et lorsque je vois que je dois être trop dans l'opérationnel, je me rends compte qu'en fait, c'est la vie qui me montre que j'étais là. Il y a en gros, il y a un croisement, il y a une fourche, et j'ai l'opportunité de prendre la voie du plan galère ou la voie du je dois faire muter mon activité et légèrement la transformer ou créer quelque chose de nouveau pour aller vers un truc qui continue à être sur la bonne lancée. Et je pense qu'il faut rester à l'écoute de ça. Et donc, la stratégie que je conseillerais, c'est de faire un point mensuel, voire hebdomadaire, sur votre vision, d'avoir toujours une vision à long terme. C'est quoi que je veux faire à la fin de l'année? Je veux avoir accompli quoi? Pourquoi ça m'anime? Pourquoi c'est important pour moi? Je veux pas savoir que ça fait du fric et que ça rembourse mes dettes et mon crédit bancaire. J'en ai rien à foutre de ça. Qu'est-ce que ça crée qui m'anime et qui fait que vraiment j'ai l'impression que ma vie, elle aura porté ses fruits, qu'elle aura servi à quelque chose sur la planète, que je vais laisser une trace. Qu'est-ce qui fait que ça m'anime dans tout ça, tu vois? Et tout le temps se reconnecter à ça. Ce qui est fou, c'est que quand tu prends cette route-là, d'une, c'est fluide, deux, tu t'éclates, trois, tu gagnes encore plus d'argent. Exactement. Quand tu es connecté à ça, toute personne à qui tu parles te pousse dans la réussite. Quand tu es connecté à tes peurs et que tu es tracté en fait par ta vie, non pas pilote de ta vie, ou en tout cas, je dirais pas pilote parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de nous. Par contre, ce qui est bien, c'est d'être en haut de la montagne et d'avoir la vision d'aigle, de se mettre en l'air et de regarder comme un aigle, de savoir où tu vas. Tu sais pas, tu vois, quand tu es en bas d'une montagne et que tu veux atteindre le sommet, tu sais pas si ça va être galère, s'il va falloir faire le tour de la montagne, s'il va falloir monter tout droit, s'il y aura un ravin, une rivière à esquiver, un pont, pas de pont. S'il va falloir faire tu vois, de l'escalade ou quoi, tu n'en sais rien. Par contre, ce que tu sais, c'est que tu vas là-haut. Et si tu n'as pas cette vision-là, en fait, c'est comme si tu veux aller en vacances quelque part, mais en fait, tu sais pas où tu veux aller. Bah, tu peux pas mettre le GPS. C'est-à-dire que tes actions quotidiennes qui représentent le GPS et donc la trajectoire, tu ne pourras jamais l'ajuster puisque tu sais pas où tu vas. Et ça, c'est idéal, c'est essentiel. Beaucoup de gens me disent, tu vois, nous, dans notre domaine, je vais me former à la naturopathie. OK. Et donc, en fait, ils ont l'impression que faire une école et obtenir son diplôme, c'est la finalité de l'aventure. Mais je leur dis, c'est le début de l'aventure. C'est le début, oui. Donc, il faut comprendre c'est quoi ta vision par rapport à ça. Tu as le droit de ne pas savoir ce que c'est ton projet à long terme, mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais que les gens, tu les fasses avancer? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'anime? Et de se reconnecter à ça régulièrement. Et ensuite, de faire un screen, tu vois, une sorte de liste de tout ce que vous faites au quotidien. Donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est chaque demi-journée, vous notez tout ce que vous avez fait. Au moins les plus gros trucs. Et de regarder, est-ce que c'est des trucs qui nourrissent ma vision? Ou est-ce que c'est des trucs qui sont complètement décorrélés de ma vision et qui peut-être sont importants, mais nécessiteraient d'être délégués?
ou en tout cas, c'est pas normal que j'y passe ma journée alors que ça va pas vers ma vision. Enfin, tu vois, à un moment donné, sinon, si tu pars en vacances et qu'en fait tu penses en permanence à aller à droite à gauche, mais que tu suis pas l'itinéraire pour y aller, tu n'atteindras jamais ta destination de vacances. Et Ouais, donc, sois pas c'est dégoûté en ça. fait d'avoir pas réussi et d'être dans ce que tu penses être un échec. Tu n'es C'est pas clair. dans un échec, tu es dans une conséquence de tes pensées, de tes actes passés. Mm. Waouh, c'est vraiment et le sens vraiment aujourd'hui que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, ils sans avoir vraiment une vision, vraiment, moi j'appelle ça comme ta valeur incrémentable, vraiment, plus personne peut la casser parce que quand on a cette vision, c'est ça ce qui va t'amener loin et ça te fait vraiment l'entrepreneur avec tes principes. Et peu importe ce qui se passe, tu vas au bout de ton idée et vraiment ça te permet d'être le pilote de ta voiture, mais en pleine conscience, pas en mode automatique. C'est ça. Et du coup, tu vois, toutes les rencontres que tu fais, comme là, quand j'ai rencontré Rodrigue, etc., tout de suite, il y a eu des choses qui me sont venues en tête naturellement. Qu'est-ce qu'on Mhm. peut faire ensemble? Lui aussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans une vision et on s'aperçoit qu'on Commune. a des points communs sur une vision. Et Mhm. donc, c'est beaucoup plus facile d'envisager des collaborations. Il n'y a plus de concurrence quand vous regardez les choses comme ça. Je C'est reprends clair. l'exemple que je connais le mieux, c'est la naturopathie. Tous les naturopathes et toutes les écoles pensent qu'on est en concurrence. Moi, je ne Ouais. pense pas qu'on est en concurrence. Je pense qu'on est censé collaborer. Et que c'est Mm. justement pour ça que ce n'est pas si connu que ça comme domaine. Ouais. Je pense qu'on est censé collaborer. Mais comme on oppose tout le monde, on n'y arrive pas. Par contre, si on connecte à la vision qui est quelque chose de meilleur pour l'humain, très vite, on oublie les différences de certains enseignements qui disent peut-être pas la même chose et qui ne sont pas Mm. totalement d'accord parce que ça représente quoi? 5, 10, 20% peut-être de Mm. l'ensemble. Mais dans la majorité, on a des points communs sur une vision à long terme. Et donc, c'est essentiel en fait de connecter. Ça permet de créer de la synchronicité. Plus vous êtes connecté à votre vision et dans une énergie euh, d'observer le présent comme une opportunité de vous rapprocher encore plus de votre vision, plus la vie vous envoie des signes. Hein. C'est clair. Ouais, Par contre, quand tout vous à êtes dans fait. un truc, que vous ne savez pas où vous allez et que vous n'allez pas bien et que vous êtes dans la recherche d'une espèce d'opportunité parce que vous voulez faire du fric à tout prix, je vous garantis que la vie, elle vous envoie aucun signe et qu'elle va même vous faire vous casser les dents pour vous montrer que ce n'est pas votre mission d'être. C'est pas ça votre corps et votre être intérieur, là, l'espèce de vie qui s'anime, elle bouillonne pas pour ce genre de choses. Elle Ouais. s'allume pas comme un sapin de Noël quand vous essayez juste de faire du fric pour payer des factures. Elle s'en fout de ça. Elle veut faire quelque chose qui vous anime. Mm. Ouais. Bon, on va faire 4 questions rapides, vraiment un quiz rapide. Donc, la première, c'est les pires conseils que tu as reçus. Le pire conseil que j'ai reçu, c'est Alors, le pire conseil que j'ai reçu, c'est de me lever tôt, mais tu sais, de me dire, lève-toi tôt, en gros, et conditionne ton esprit que c'est bon, tu te lèves tôt, et puis voilà, ça suffit. Ça, c'est le pire conseil que j'ai reçu. Si c'est Les... nécessaire, après avoir répondu à tes différentes demandes, je peux légèrement expliquer. C'est vrai que là, dit comme ça, c'est un peu pas évident. Non, mais c'est un quiz. C'est des Ouais. questions rapides. La deuxième, c'est les meilleurs conseils que tu as reçus. Le meilleur conseil que j'ai reçu, Lève-toi c'est tôt. Ça ira. lève-toi tôt, mais organise-toi pour que tu sois correctement en état lorsque tu te lèves tôt. Ouais. Et c'est là où il y a toute la différence. Et un conseil que tu donnais dans le passé, mais qu'aujourd'hui tu ne donnes plus. Un conseil que je donnais dans le passé et qu'aujourd'hui je donne plus. Lève-toi tôt. Et couche-toi tard. Je pourrais te dire ça, je pourrais effectivement te dire ça. En fait, c'est vrai en plus. C'est vrai que j'ai souvent donné ce conseil pendant longtemps. Lève-toi tôt. Tu sais, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, j'ai Ouais. fait partie d'un réseau d'entrepreneurs BNI, les réseaux comme ça, où on te dit C'est tu viens à 7 heures du matin. On te dit, bah, en fait, nous, on fait du business pendant que les autres dorment. Mais c'est vrai que ce conseil-là de lève-toi tôt tout court, pour moi, c'est un conseil qui n'est plus, que je donne plus parce qu'il est incomplet. Je préfère Mm. donner l'autre, c'est qu'on m'a donné aussi, c'est lève-toi tôt, mais organise-toi vraiment bien pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Mhm. Et un conseil que tu donnes aujourd'hui, depuis ton présent, depuis ta situation actuelle. Moi, je donne un conseil qui, pour moi, change ma vie, vraiment. Et à chaque fois que je le pratique bien, ça change ma vie. D'ailleurs, les journées que je passe qui ne sont pas des très bonnes journées, je m'aperçois que je ne l'ai pas fait. C'est commence ta journée par faire ce qui est le plus important pour toi au monde, pour ton développement, pour ton bien-être.
Si tu ne le fais pas quand tu commences ta journée, tu vas courir après ta vie toute ta journée. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être tout le temps dans la frustration et dans le fait d'être pressé parce qu'en toi, il y a un truc qui dit « j'espère trouver le temps de faire ce qui m'anime ». Si ce qui vous anime, c'est lire 10 pages d'un livre qui vous plaît énormément, que vous êtes passionné en ce moment, vous adorez lire ça, ou regarder une vidéo de motivation, en fait, commencez pas votre journée par préparer le petit-déj de vos enfants, traiter des mails, etc. Levez-vous 10 minutes plus tôt et regardez cette foutue vidéo. Mais organisez-vous pour ça. Et le fait de faire ça, ça fait que tu vis ta journée en accueillant ce qui se passe, non pas dans la frustration de ce que tu aurais aimé faire, puisque tu l'as déjà fait. Ah, c'est bon ça. Waouh, commencer la journée dans les volants. Et en plus, c'est important parce que cela sera encore plus possible si vous avez arrêté de mal digérer et que du coup, vous n'êtes pas claqué. Parce que se lever, moi par exemple, là, il y a 2 semaines, je me levais à 4 heures du matin pour travailler sur un projet. Bon, ça nécessite de se coucher un peu plus tôt, ça nécessite d'avoir suffisamment d'énergie, etc. Maintenant, c'est pas, se lever à 4 heures du matin, ce n'est pas un truc que j'ai envie de faire à l'année, hein, c'est par période selon le besoin. Ça nécessite de s'organiser. Et évidemment, si j'avais eu des étages digestifs pourris, je ne vais pas vous mentir, je me serais endormi sur ma feuille à 4h10. Hein. Ouais. Oui, ça, tout à fait. Donc, vraiment, merci pour nous montrer toutes ces phases de l'entrepreneuriat. Pour vraiment, malheureusement, avec les gens, on a l'image de que c'est des hauts, mais c'est vraiment des hauts et des bas. Il y a de tout. Tous des leçons qui vraiment te montrent aussi comment l'entrepreneur humain. Et d'ailleurs, les bas sont très importants. Parce que les gens, tu sais, ils veulent des hauts, mais en fait, si tu n'as que des hauts, tu n'as aucune puissance. C'est clair. Le système immunitaire, il a besoin d'avoir de l'adversité, par exemple. Si tu rencontres jamais des bactéries, des virus et autres, tu ne développes pas un système immunitaire fort. Donc, tu as besoin de l'adversité pour créer en fait quelque chose qui s'amplifie et qui devient de plus en plus puissant. L'entrepreneur, c'est pareil. L'entrepreneur, en règle générale, ses plus grandes fiertés, c'est d'avoir dépassé des galères. C'est très rarement d'avoir réussi des choses faciles. Un muscle, tu ne le fortifies pas si tu ne lèves pas de poids. Il faut de la résistance. Donc le corps, le mental, tout fonctionne grâce à la résistance et l'être humain, de toute façon, se développe suite à des problèmes de résistance. C'est pour ça que les plus grandes inventions ont été créées pendant un temps de guerre. Bien sûr. Exactement. Merci Renaud pour ton intervention. Alors, c'est vrai quand on avait discuté de mettre en place ce webinaire, on a dit bon, combien de temps? Bon, 20-25 minutes, et puis après on laisse poser des questions. Ok, on a fait 2 heures. Mais c'est un pur plaisir parce qu'il y a de la vraie information. Et c'est ça qui nous tient à cœur de balancer de la vraie information. Pour le coup, après t'avoir remercié et annoncé à nos auditeurs, à toutes les personnes qui ont été connectées ce soir, que Renaud reviendra tous les trimestres à peu près, ou peut-être même avant. On va voir un peu ce qu'on va faire, parce qu'en fait, on peut plus se passer de lui. Sur d'autres thématiques, on a déjà pensé avec lui de travailler la thématique des maux de tête, parce que voilà, c'est hyper important. On va travailler les thématiques de l'entrepreneur, hein, les trucs que l'entrepreneur traverse, avec bien sûr cette vision de la santé qui bien souvent peut nous enlever une sacrée épine du pied. Moi, il faut savoir que j'ai passé à peu près 2/3 de ma vie à faire 5 jours sur 7 des migraines. Hein. Donc, je peux vous dire que pour entreprendre, c'est pas évident quand tu as envie de te jeter la tête dans les murs. Donc, c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça, il en existe plein, et avec plaisir, on va les traiter de manière à déverrouiller tout ça et que les gens puissent entreprendre dans les meilleures circonstances. Hein. Et du coup, pour les personnes qui ont été connectées ce soir, alors, il y a déjà des personnes qui sont inscrites au Zoom, donc bravo d'avoir fait l'inscription, et du coup, on a vos coordonnées, on a vos mails. Pour toutes les personnes qui nous regardent en live actuellement sur notre page Facebook et qui nous regardent de là où ils nous regardent, parce que je sais que Renaud a partagé, Catalina a partagé, à la suite de ce webinaire avec Renaud, on travaille une formation sur cette thématique spécifique de la maldigestion. Donc là, on a passé en revue différentes problématiques. C'est vraiment, il a débarbouillé un peu les choses. Renaud est en train de nous préparer vraiment un module de formation spécifique avec vraiment une dizaine de tips, mais pas seulement dire il faut mieux mâcher. Non, c'est comment tu mâches, en quel temps, bref. Vraiment quelque chose que tu peux mettre en place dans ta vie. On va rentrer dans le détail de pas mal de sujets, notamment les combinaisons alimentaires, parce que ça, c'est impossible de le faire là comme ça. Mais une fois qu'on a vraiment compris toutes ces choses-là et tout ce qui va influencer la maldigestion, honnêtement, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais c'est très, très puissant. Il y a plein de choses encore à voir et ça peut changer le quotidien d'une personne de façon radicale. Donc oui, ça va se constituer autour d'une dizaine de conseils
des conseils qui sont faciles à mettre en pratique. Ce n'est pas des conseils d'aller acheter des probiotiques à la pharmacie, hein. Qu'on soit clair, parce que ce n'est pas que je sois contre, mais c'est trop facile de vous dire bah, venez faire une formation avec nous et à la place, on vous envoie acheter des trucs à la pharmacie. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible. Donc là, c'est des vrais conseils que vous mettez en place dans votre hygiène de vie qui sont valables pour vous, votre entourage, vos enfants, vos amis, vos parents, vos salariés, vos collègues, vos associés. Et c'est très intéressant parce que quand vous allez, par votre propre état, démontrer une évolution, les autres autour de vous vont vraiment avoir envie d'en savoir plus. Et là, vous saurez transmettre en fait ces informations-là parce que je vais vous expliquer tout de A à Z sur le sujet de la maldigestion pour vraiment pouvoir agir là-dessus et libérer le potentiel de la performance cérébrale et physique de l'entrepreneur. Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites, vous recevrez en exclusivité l'ouverture de cette formation qui va se faire dans le mois qui arrive. Donc vous serez prévenus. Et comme vous êtes inscrit en prime abord, vous aurez une petite offre exclusive pour les personnes qui sont inscrites avant. Pour toutes les personnes qui voudraient bénéficier déjà d'être au courant de façon exclusive du lancement de cette formation et de pouvoir l'avoir à un prix réduit par rapport à ce qui se fera après, sur nos réseaux, venez vers Renaud et transmettez-lui vos adresses mail où Renaud donnera le lien d'inscription qu'on avait donné aujourd'hui pour remplir. Et ici sur Facebook, envoyez-moi des messages sur Messenger. Donnez-nous vos coordonnées, comme ça on a la base de données d'excellence et on vous envoie et on fera une offre promotionnelle pour bénéficier et vous remercier d'avoir été connecté avec nous ce soir. Voilà. Donc, merci Renaud à toi. Ouais. Merci à vous, c'est cool. On se donne pour les personnes qui ont été connectées là ce soir, on se voit dans 15 jours pour une autre thématique qui se passera cette fois-ci de 12h30 à 13h30 où on travaillera avec une professeure coach de yoga, une auteure aussi qui a écrit un livre qui va nous apprendre le yoga pour lâcher prise pour les entrepreneurs. Voilà, donc c'est la prochaine thématique, 12h30, 13h30, dans 15 jours. Bisous à tous, belle soirée. Merci on beaucoup. vous laisse. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao Sonia. Merci à tous. Ciao, ciao. Bon, Stéphanie.